environnementale de Corse. Mesdames et messieurs, je ne vois pas de conseiller exécutif. Bon, chers élus, pour ceux qui sont élus, chers concitoyens, care et cari amiche et cari tutti. Nous sommes réunis ce soir pour une conférence de Corsica Prospettiva 2050, Corse Prospective 2050, qui est un laboratoire de prospective de l'Assemblée de Corse, qui a été créé maintenant il y a 2 ans. Donc, nous travaillons sur les grandes mutations du monde contemporain et de leurs impacts sur notre territoire. Donc, nous avons travaillé sur les mutations démographiques, les transformations dans le domaine géopolitique aussi, c'est d'actualité, vous le savez, le changement climatique, bien évidemment. Et là, nous attaquons donc le domaine de la technologie, des hautes technologies, avec ce soir un focus particulier sur l'intelligence artificielle, qui, comme chacun sait, est la star du moment, dont on parle beaucoup, avec beaucoup de battage médiatique autour. Nous sommes un peu, excusez de la référence, mais on est un peu comme Saint Thomas, on veut voir pour croire, et donc on s'entoure toujours de spécialistes parce qu'on dit beaucoup de choses sur l'intelligence artificielle, et nous avons pour cela contacté des chercheurs, des universitaires, mais aussi des chefs d'entreprise. Donc, je ne serai pas longue. Je tiens à préciser juste très rapidement que le laboratoire de prospective, au-delà des conférences, a pour objectif de produire des scénarios à un horizon 2050. Nous espérons qu'au tout début de l'année 2026, nos scénarios seront établis. Il se travaille avec des focus group, avec toute une équipe aussi sur le plan technique. Nous sommes accompagnés également par l'ACET et surtout des personnalités qualifiées, dont Sébastien Simone, ici présent, président de FEMUGUI d'une part, mais aussi chef d'entreprise, notamment de Campusplex, que chacun connaît ici. Voilà, donc notre travail est véritablement un travail certes de réflexion, mais aussi dans une perspective d'aide à la décision très prochainement. Il y a également des conseillers territoriaux, donc que je salue. Merci de votre présence. Alors, ce soir, pour nous éclairer, bon, si ma peine à bout, on est un peu dans le flou là et dans le noir, mais il faut choisir. C'est ça, ou autrement il fait trop chaud. Donc l'arbitrage est vite fait. Pour comprendre, on va d'abord solliciter François Fleuret pour nous expliquer les bases scientifiques de l'IA. Moi, je suis complètement béotienne, comme probablement beaucoup d'entre vous. Même si, alors j'ai l'honneur de présider une assemblée des jeunes, l'assemblée Adia Yuantou, qui est très représentée ce soir, je les remercie, et qui a produit la semaine dernière un rapport sur l'IA, et ils sont invités d'ailleurs à participer au débat. Alors François Fleuret, lui, va nous éclairer, il est professeur en informatique à l'université de Genève. Il est chercheur chez Meta, donc ex-Facebook, pour le dire clairement. C'est une des personnalités francophones les plus en vue dans ce domaine. Un spécialiste qui est quand même en capacité de vulgariser le fonctionnement de l'apprentissage profond, ce qu'on appelle le deep learning, mais aussi le machine learning. Donc l'idée, c'est d'avoir d'abord une entrée technique avec vous. Et je vous remercie de votre présence. Merci d'être ici ce soir, parce qu'on sait que vous êtes très occupés, comme les autres intervenants. Et merci de venir nous éclairer sur cette IA, et même les différentes IA, je crois. Nous sommes accompagnés aussi ce soir, donc là, à ma droite, de Madame la professeure Sassate, bien non seulement qui est corse, non seulement qui est bastiaise, mais qui est de la citadelle. Voilà. Donc, mais sa qualité principale n'est pas celle-là. Donc, elle en a d'autres en Kasaï. Donc, elle va nous expliquer quels sont les aspects, au-delà de la technologie, les aspects éminemment politiques et sociaux qui accompagnent cette technologie dont on entend beaucoup parler, de ces dimensions connexes.
Et puis surtout, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que elle participe à un gros programme de travail pour la région sud, et notamment, elle accompagne aussi en termes de vulgarisation les élus et l'administration dans ce domaine-là. Nous avons à ma gauche Jérôme Battistelli. Bon, bien sûr, Jérôme Battistelli, Bastiais, Corse, pas de la citadelle, mais ça fait rien, vous êtes quand même accepté, voilà, qui lui, alors vous ne le savez peut-être pas, qui lui est issu du monde de l'animation 3D, voilà, qu'il a participé à de nombreuses productions internationales dans ce domaine. Moi, je suis très, très heureuse de le dire et de le répéter, avec un cœur d'activité qui est dans le domaine du scan 3D. Donc, il crée des jumeaux numériques. Voilà, moi quelques jumeaux, ça m'irait aussi. Je serais bien contente d'avoir quelques jumeaux. Voilà, et puis il va nous expliquer ce qu'il fait, quel est son travail. En tout cas, ça démontre bien que partant d'ici, on peut faire des choses super et exporter dans le monde entier. Voilà, il a numérisé des sites emblématiques, des lieux emblématiques, patrimoniaux, l'Assemblée nationale par exemple, française, je précise, le musée du Louvre, l'Arc de Triomphe, voilà. Et puis vous avez bossé avec Netflix, Disney, Apple et d'autres. Voilà, on va arrêter de leur faire de la publicité. Voilà, et puis nous attendons, parce qu'il avait une autre réunion, mais il va pas tarder, Adrien Angeli, qui lui aussi est un régional de l'étape. Il est là, sous les ovations. Bienvenue, welcome. Voilà. Donc, voilà. Donc, il lui a un doctorat en robotique, en intelligence artificielle, qui a bossé dans une entreprise que vous connaissez parce que Jelly Smack était venu nous présenter un certain nombre de choses dans le domaine de modification du monde du travail. Voilà. Et donc, son patron était venu et c'était vraiment super. Mais vous avez bossé chez eux et puis ensuite vous êtes passé chez Sagesse Informatique, c'est ça, et vous pilotez une boîte qui s'appelle Zindoc. C'est ça. Voilà, donc on va reparler, certains la connaissent ici. Donc vous voyez, des entrées très techno, d'une part, la dimension politique, sociale, et puis tous les enjeux, tout ce qu'on entend autour de l'IA, et puis les applications concrètes, économiques, dans le domaine de la culture, du patrimoine, qui intéressent directement, peut-être un peu plus, notre territoire. Voilà, merci à tous. Je vais tout de suite passer la parole à François Fleuret, s'il est d'accord. Oui, je suis d'accord, merci. Merci pour l'introduction. Donc il faut utiliser le micro. Hein. Très bien. Donc, alors merci pour l'invitation, merci pour la présentation. C'est un plaisir d'être ici. Alors, c'est une présentation un peu générale sur l'IA qui va essayer de vous donner une idée de ce que c'est, de ce que ça peut faire, de ce que ça peut ne pas faire et des limitations. Et j'espère éclairer un peu, donner une idée de quelle est la différence entre ces systèmes-là et puis tout ce que l'informatique traditionnelle faisait jusqu'à ce qu'on commence à développer ces méthodes. Donc j'ai essentiellement 5 points. Le premier, c'est le fait que ces systèmes se programment eux-mêmes. Donc c'est ça qui est un peu surprenant. C'est des techniques qui... On entend maintenant régulièrement dans les médias cette idée de données, d'entraînement sur des données, de biais du haut données, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment une spécificité par rapport à l'informatique qui précède, puisque là, on a des systèmes qui, d'eux-mêmes, décident et apprennent leur comportement. C'est pas nous qui le spécifions. Le deuxième aspect, c'est que ça marche vraiment. Donc il y a beaucoup de buzz parce que c'est impressionnant, souvent un peu comme un tour de magie, mais en fait, ça résout vraiment des vrais problèmes. C'est vraiment utilisé. Un point qui est lié au premier, c'est que ça demande des quantités énormes de données et de calculs. Donc on en arrive au point où c'est le facteur limitant, et on entend parler en particulier de budget quand il s'agit de grosses entreprises américaines et qui font des gros modèles. Maintenant, on parle de centaines de millions pour faire certains modèles, avec tout ce qui va avec, d'énergie et de ressources. C'est des techniques qui, de fait, sont complexes mais faciles à utiliser. C'est-à-dire développer ces gros systèmes, ces gros modèles demande beaucoup de techniques et d'expertise et de moyens, mais une fois qu'ils ont été développés, ils sont assez faciles à déployer. Pour ceux qui utilisent maintenant les ChatGPT, Gemini et autres, c'est assez clair. Il n'y a pas besoin d'une expertise incroyable pour faire des choses incroyables. Et finalement, c'est des techniques qui sont difficiles à analyser et à interpréter. C'est à nouveau connecté au fait qu'elles se programment elles-mêmes, c'est qu'on ne sait pas trop comment ça marche.
on va y revenir, ça peut vous surprendre, mais de fait, on ne sait pas trop comment ça marche. Alors, le premier point, c'est le fait que l'IA se programme elle-même. Donc, qui dans la salle sait programmer? Qui programme? Ah, quand même. Ouais. Qui connaît Python? Ouais, donc voilà, c'est une stat normale. Alors, pour ceux qui ne programment pas, quand on programme un ordinateur de manière traditionnelle, c'est du micromanagement à l'extrême. C'est-à-dire qu'un ordinateur non AI, quand il ne s'agit pas d'un ChatGPT ou autre, c'est un système qui est juste capable de manipuler essentiellement des grandeurs numériques et il n'y a aucune notion de sémantique ou de compréhension de haut niveau. Vous ne programmez pas un ordinateur en lui disant trouve-moi les photos de tante Irma dans la galerie de photos et puis fais-moi un collage. Ça c'est l'IA qui fait ça. Mais un ordinateur de base, quand on le programme, ne comprend que des choses. Alors là, c'est un petit bout de Python, c'est un langage qui est très à la mode. Et c'est ce genre de choses qu'on fait quand on programme un ordinateur. On lui dit, maintenant j'ai un truc qui s'appelle n, je vais mettre dedans la valeur 15 345, et puis tant que n est plus grand que 1, tu vas compter de 2 jusqu'à n, et puis blablabla. Donc vraiment, on lui dit, c'est comme un employé qu'il faut micromanager à l'extrême. On lui dit, tu prends cette valeur, tu la mets là, si elle est plus grande que ça, tu fais ci. Et c'est simplement parce qu'il y a des milliers, des millions de lignes qui se succèdent d'ordre extrêmement précis comme ça, qu'à la fin, il se passe quelque chose. Alors, cette manière de programmer un ordinateur, c'est formidable. Enfin, on voit où ça nous a mené, mais c'est assez limité. Il y a des choses qui sont difficiles à faire, je vais y revenir. Et quand on a commencé à vouloir faire de l'intelligence artificielle, donc ça remonte aux années 50, le réflexe a été de faire de l'introspection, d'avoir l'impression, en s'observant penser, de comment on fonctionne, avec toutes les illusions et les erreurs qui vont avec. Et par exemple, pour une tâche comme jouer aux échecs, on peut avoir l'impression quand on joue aux échecs que on réfléchit avec ce qu'on appelle une recherche en arbre. C'est-à-dire vous vous dites si je bouge ma tour, il va bouger son roi, mais si je vais bouger mon truc, puis il va bouger son bidule. On imagine plein de futurs possibles. On croit qu'on imagine plein de futurs possibles et que c'est comme ça qu'on joue. Et c'est comme ça qu'ont été faits les premiers programmes d'échecs, en les programmant de manière systématique, en lui disant en représentant tout ça avec des chiffres, on faisait un programme, il essayait toutes les combinaisons et à la fin il gagnait plus ou moins. Alors pour les échecs, c'est formidable, on y arrive à peu près, parce que les ordinateurs sont tellement rapides qu'on arrive à faire quelque chose. Mais il y a de nombreuses tâches où ça ne marche pas, parce qu'il y a énormément de tâches où vous n'arriverez même pas à trouver la formule qui exprime qui formalise votre tâche. Donc là, un exemple tout simple. Imaginons que vous vouliez écrire un programme où on vous donne l'âge d'une personne et ça prédit sa pression systolique. Alors, je ne suis pas médecin, mais dans le sang, à chaque battement de cœur, il y a une pression minimale et maximale, ça fluctue. Si on comprend qu'il y a une réalité physique qui fait que les deux choses sont liées, on sait que quand on vieillit, la pression augmente, mais la relation causale est hyper complexe. C'est-à-dire la relation causale, il y a un corps humain avec tout ce qui va dedans et tout ce qui est la génétique, la vie de la personne, etc. Donc il est strictement impossible, en réfléchissant très fort et en regardant un corps humain de près, de se dire en fait la formule c'est pression égale et pof, et là on a une expression. Ça c'est pas possible. En revanche, ce qu'on peut faire, donc si on vous demande de faire ça, d'écrire un programme où on vous donne l'âge et ça prédit la pression artérielle, vous pouvez vous dire je ne comprends rien à tout ça, mais vous pouvez aller sur le web et récupérer un fichier de données. Là, c'est ce que j'ai fait, c'est un vrai fichier où vous avez l'âge des gens, donc c'est l'axe X, et puis vous avez la pression systolique. Et puis ça, c'est alors là, il y en a lui, il a un problème, mais chaque point, c'est une personne. Donc chaque point, c'est un patient qui est allé chez le médecin, on a pris son âge, on a mesuré sa pression. Et là, j'ai beau ne rien comprendre à la cardiologie, c'est pas mon domaine de compétence, il y a un truc, c'est-à-dire qu'on voit que les points là, il y a une structure, ils sont vaguement sur une ligne un peu épaisse, mais c'est à peu près sur une ligne. Donc ce que je peux faire, je peux dire je ne comprends rien à la cardiologie, mais ce que je vais faire un programme qui a 2 paramètres, qui va être en gros la pression artérielle à la naissance et de combien ça augmente tous les ans. Donc j'ai un petit programme, ma petite boîte grise là, c'est un programme. Il a 2 paramètres que je ne connais pas, mais je me dis, si je choisis bien ces paramètres, le programme fera un truc qui correspond à ce que je veux. Donc après, je peux bricoler mes paramètres, je joue avec mes paramètres, tout d'un coup, là voilà, là j'ai fixé la pression à la naissance et la pente. Alors pour ceux qui connaissent, ça s'appelle de la régression linéaire, c'est ce qu'on fait en première année d'Uni en stats. Et là, je suis content. Là, j'ai un programme. Maintenant, je rentre un âge, il me sort une pression artérielle. Alors on voit les limites, parce que tous les points ne sont pas sur la droite, il y en a qui sont vraiment pas du tout sur la droite, on comprend bien qu'il manque plein de trucs, la génétique, est-ce que la personne est stressée, quel est son régime alimentaire, etc., etc.
mais j'ai déjà fait quelque chose. Et ce qui est incroyable, c'est que je ne comprends rien à la cardiologie. C'est-à-dire je n'ai aucune idée de ce qui est caché derrière. Et en fait, ce modèle, vraiment qui est... J'ai écrit un programme, il y a des paramètres dedans dont je ne connais pas les valeurs. La seule chose que je sais, c'est que j'ai de bonnes raisons de penser qu'il existe des valeurs de ces paramètres tels que mon programme fera ce qu'il doit faire. C'est la base de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire vraiment tout ce qu'on fait, les GPT, les bidules de reconnaissance d'image et autres, on écrit des programmes qui ont dedans des paramètres, d'énormes matrices de chiffres, et on sait que pour les bonnes valeurs, le programme fait ce qu'il faut, et ensuite on prend des données et on cherche les valeurs qui marchent. Donc cette approche marche de manière... Là, il y a un miracle, c'est que ça marche vraiment bien. C'est-à-dire que c'est le genre de choses, on vous l'aurait dit avant de voir les performances expérimentales, ça aurait été très très difficile de dire ça va marcher aussi bien. Parce que là, maintenant, on a des modèles avec pas 2 paramètres, pas 100 paramètres, pas 10 000 paramètres, mais 100 milliards de paramètres. C'est des programmes avec 100 milliards, donc vous voyez ce que ça fait beaucoup, de paramètres qu'on doit chercher pour que ça marche sur des données. Et ces modèles-là, donc là, par exemple, ce serait un modèle de reconnaissance d'image, où il donne une image, il fait un certain calcul qui dépend de plein de paramètres, et en sortie, il a généralement des classes d'objets, puis il vous dit, il a 1000 classes, et puis il vous dit, ah, bah, ça c'est un chien, ça c'est un bus, ça c'est un immeuble, ça c'est je sais pas quoi. Pareil, vous avez des modèles dits génératifs, vous leur rentrez une valeur complètement aléatoire, et vous avez réglé vos paramètres pour qu'en rentrant n'importe quoi, ça vous sort une image qui ressemble à une vraie image. Donc vous l'entraînez, si par exemple vous lui donnez 1 million d'images de chiens, vous pouvez l'entraîner à générer des images de chiens. Donc là, il y a une magie un peu qui se passe, qui fait que donc, ça remonte aux années, ce qu'on appelle les réseaux de neurones, tous ces trucs-là. Ça remonte aux années 80, et ce qui s'est passé, c'est donc ça marchotait, ça marchait jusque dans les années 90. Après, il y a eu ce qu'on appelle toute une période où on a arrêté de faire ça. Et ce qui s'est passé en 2012, c'est que il y a donc jusqu'à 2012, il y a eu coïncidence de développement de technologies qui n'avaient rien à voir avec l'IA, essentiellement Internet, les gros disques durs pour stocker des données, et ce qu'on appelle les GPU. Donc les GPU, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des systèmes pour les PC, pour les ordinateurs personnels, pour jouer à des jeux vidéo. Et tout ce qu'ils font, c'est qu'ils calculent des images en 3D très très vite. Et en fait, donc il y a 2 points importants, c'est que comme ça vise plutôt un marché d'adolescents, c'est pas cher, parce qu'un adolescent ne peut pas aller voir ses parents et dire il faut m'acheter un supercalculateur à 2 millions d'euros pour que je joue aux jeux vidéo, donc c'était des trucs qui n'étaient pas très chers. Et le genre de technologie dont on a besoin pour calculer des images, c'est très parallèle. C'est-à-dire que quand vous calculez une image, vous pouvez calculer toutes les parties de l'image séparément. Donc ces trucs qui avaient été inventés et développés vraiment pour faire des jeux vidéo, j'insiste, ça s'appelle des GPU, des Graphic Processing Units, ont été réutilisés par des chercheurs pour faire des gros réseaux de neurones. Et en fait, en 2012, il y a un événement fondateur qui est la création de AlexNet par un étudiant qui s'appelle Krzyzewski, d'un chercheur connu qui s'appelle Hinton. Et lui, ce qu'il a fait, il a pris un réseau de neurones de 1990, donc le net de Yann Lequin, qu'on connaissait depuis, donc c'était 2012, on connaissait ce truc-là depuis pas loin de 25 ans. Il l'a juste fait plus gros. Il l'a fait 500 fois plus gros. Et ce truc-là, moi je faisais de la vision à ce moment-là, on faisait de la reconnaissance d'image. Tout le monde, il y avait une certaine base d'apprentissage, un benchmark où tout le monde faisait, on va dire, 25% d'erreurs. Donc quand je dis tout le monde, c'est-à-dire tous les gros labos suisses, français, américains, allemands, tout ce que vous voulez, on faisait 25% d'erreurs. Et Krzyzewski, avec son réseau de neurones que tout le monde comprenait, c'est ça le point important, c'est-à-dire que c'était vraiment un réseau de neurones comme on les connaissait depuis 25 ans, juste en le faisant 500 fois plus gros, a fait 15% d'erreurs. C'est-à-dire il a quasiment divisé l'erreur par 2. Et ça, en fait, ça a été une espèce de ce qu'on appelle un wake-up call, un réveil pour tout le monde, où on s'est aperçu que ces trucs-là, ces réseaux de neurones, dont on pensait que c'était bien, mais pas à ce point, simplement en les faisant beaucoup plus gros, étaient capables de faire des choses incroyables. Et après, ça a amené à en développer de plus en plus gros, et jusqu'à 2018, où il y a ce modèle-là, ce type de réseau de neurones qu'on appelle un transformer, qui est un peu la base de tous les bidules très à la mode en ce moment, à nouveau les GPT, ce qu'on appelle les Large Language Models. Alors là, il y a quand même un miracle. En passant, c'est toujours l'histoire. D'abord, on fait ça, ensuite on fait ça. Ensuite, il y a un miracle, et ensuite ça marche. C'est comment on trouve les paramètres. Parce que ça, c'est la grande question. On écrit le programme, il y a 100 milliards de paramètres dont on ne connaît pas les valeurs. On sait qu'il existe des valeurs qui marchent. Et puis maintenant, vous me donnez 1 milliard d'images, et je dois trouver les paramètres qui font que sur ces 1 milliard d'images, ça marche. Et la méthode utilisée, ce qu'on appelle la descente de gradient, ou historiquement, on appelait ça la rétropropagation de l'erreur. C'est vraiment simplement que vous prenez un exemple, donc par exemple vous prenez une certaine image, vous la passez dans votre programme avec les paramètres tels que vous les avez. Au début, vous commencez avec des paramètres complètement aléatoires.
Vous prenez votre image, mettons, vous voulez faire une classification radiographie de cancer du poumon, radiographie pas de cancer du poumon. Et en sortie, vous avez une valeur qui vous dit qu'il doit être positif si c'est un cancer du poumon, négatif si c'est pas un cancer du poumon. Vous mettez l'image, vous le passez dans votre réseau et vous regardez comment chaque paramètre change la réponse. Si quand vous augmentez un paramètre, ça rend la réponse meilleure, c'est-à-dire que ça va du bon côté, vous l'augmentez. Si quand vous l'augmentez, ça rend la réponse moins bonne, vous le diminuez. Et vraiment, on fait ça, on répète. D'où le fait que ça coûte énormément de calculs, parce qu'on accumule on en est en milliards d'opérations de calcul pour réussir à progressivement faire un réseau qui marche. Donc ce superbe graphique, c'est une illustration un peu où les deux coordonnées là seraient les paramètres dont vous cherchez les valeurs. Ça, c'est l'erreur que commet votre système. Et ce que vous faites petit à petit, c'est comme descendre une pente. Vous bougez à chaque fois un petit peu pour réduire un peu votre erreur, réduire un peu votre erreur. Alors, ces systèmes marchent vraiment. C'est-à-dire que, en gros, tous les traitements de vraies données, c'est-à-dire pas de données que vous contrôlez à l'extrême. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple un processus industriel de production de pièces en métal, si vous contrôlez complètement, c'est-à-dire vous pouvez placer les pièces où vous voulez, les éclairer comme vous voulez, là, à la limite, l'IA n'est pas forcément nécessaire, vous pouvez faire des techniques plus standards. Mais dès que c'est du vrai signal, c'est-à-dire là, par moi en train de parler dans un environnement bruité comme ça, avec de l'écho, des vraies images, des véhicules autonomes où il y a des choses qui bougent de partout, du traitement de la langue où on ne sait pas à l'avance de quoi vont parler les gens, tout ça, c'est fait aujourd'hui par de l'IA. Il n'y a aucune de ces tâches avec du vrai signal qui est faite avec de l'informatique traditionnelle. Donc vous avez des tâches comme l'analyse de scène, c'est on vous donne une image et il faut trouver tous les objets, où est-ce qu'ils se situent et est-ce qu'ils sont. Vous avez l'estimation de pose de corps humain, c'est une chose qu'on fait très très bien avec notre cortex visuel, mais que les ordinateurs font très très mal. L'estimation géométrique, on vous donne une scène, une seule image, et vous devez estimer les volumes, les distances, où sont les objets, quelles sont les occlusions, etc. La planification ou le jeu de stratégie, c'est-à-dire le Go, par exemple, Go, échec, dame, tout ça, c'est réglé. C'est l'IA qui est beaucoup plus forte que les humains. Description d'image, vous donnez une image, il doit vous donner une description sémantique, vous dire c'est un immeuble dans une rue avec des voitures devant. Et finalement, la compréhension de texte, qui est devenue un peu la star depuis quelques années, qui est vraiment comprendre un texte pour le traduire ou pour répondre ou pour exécuter des fonctions, avec toutes les ambiguïtés et les nuances qu'il y a dans un texte humain standard. Pas juste des réponses à 2 mots quand on a affaire à un chatbot qui est complètement stupide. Alors il y a aussi truc très spectaculaire, la génération d'images. Donc ça, par exemple, alors qui a déjà utilisé ChatGPT dans la salle? Qui n'a jamais utilisé ChatGPT? Qui n'a jamais utilisé aucun de ces systèmes? Alors, donc, je ne cherche pas à vous convaincre que ces systèmes sont une bonne chose pour l'humanité, mais vraiment, il faut essayer. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas intellectuellement imaginer ce que c'est capable de faire avant d'avoir joué avec. Donc vraiment, il faut essayer. Après, vous avez le droit de ne pas aimer, ça c'est une autre question. Mais c'est exactement comme un tour de magie, où c'est de la vraie magie. Donc tant que vous n'avez pas essayé vous-même, vous dites oui, il y a une astuce, un jeu de miroir, il n'y a pas vraiment de lapin. Il faut essayer, c'est vraiment extrêmement impressionnant. Donc ça, c'est un autre type de système qui génère des images. Donc ces images-là n'existent pas. C'est des images, on a donné une description en texte, et on a entraîné des systèmes sur des paires d'images et de textes, et après ils génèrent une image contrainte par un texte. Donc on appréciera, alors là on ne voit pas trop avec le beamer, mais le dernier en particulier est formidable. Un Middle Age Venture Capitalist at Burning Man Festival, c'est lui. Et puis ils sont tous beaux, hein, vous avez vu, ils sont tous formidables. Alors après, au-delà des tâches que c'est capable de faire et qu'à la limite des humains arriveraient à peu près à faire, il y a des tâches que fait l'IA que les humains n'arrivent pas à faire. Donc il y a des exemples, par exemple, comme le repliement de protéines. Alors je ne suis pas biologiste, mais une protéine, c'est une grosse molécule avec plein d'atomes. Et en fait, quand vous avez la formule de la molécule, c'est-à-dire quels les atomes et comment ils sont connectés, ça ne vous donne qu'une partie de l'information, parce que ce qui est important, c'est comment elle se conforme en 3D. En fait, elle se replie d'une certaine manière. Et c'est très très compliqué parce que, en gros, vous pouvez imaginer ça comme un bidule avec des articulations, des ressorts et des aimants. Donc vous imaginez que calculer la forme, quand ça se replie, c'est très compliqué. Et la forme que ça est extrêmement importante biologiquement parce que, en fonction de comment elle se replie, elle expose certains atomes à l'extérieur et elle réagit avec, en particulier, l'organisme. Et donc c'est vraiment un truc ultra important. Et c'est un problème qui est d'une difficulté colossale. Donc les méthodes standards d'informatique n'y arrivent pas. Il y avait plein de groupes qui bossaient là-dessus parce que c'est un gros enjeu biologique.
Et quand on a mis de l'IA, donc c'est DeepMind qui a fait ça, le bras armé AI de Google, eux, ce qu'ils ont fait, ils ont réutilisé en grande partie le genre de choses qu'ils avaient développé pour le Go, c'est-à-dire faire des systèmes capables de trouver la meilleure solution dans un nombre de solutions qui est tellement grand qu'il n'y a aucune chance de les visiter toutes. Donc il faut les visiter en permanence avec un système d'IA qui réfléchit à quels sont a priori les meilleurs candidats à investiguer. Une autre tâche qui est très difficile à faire pour un humain, donc ça c'est l'entreprise qui a créé un de mes anciens étudiants, c'est Neural Concept. Donc là, ce que fait cette entreprise-là, c'est qu'on entraîne des réseaux d'IA à simuler des simulations. Donc quand vous avez par exemple vous imaginez que vous faites une nouvelle pale pour une éolienne, vous la concevez en 3D, et ensuite en général les entreprises qui font ça ont un département d'engineering qui cherche à faire les meilleures ailes possibles, et un autre département qui fait les simulations. Donc la personne qui a fait la nouvelle pale envoie ensuite ça au service simulation, et le service simulation fait tourner un gros calcul et lui renvoie les résultats en lui disant bah, voilà où est la pression, voilà où ça risque de casser, voilà où ça chauffe, voilà où ceci, voilà où cela. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on entraîne des réseaux de neurones. En général, les entreprises ont un énorme historique de simulation. Donc ce qu'on fait, on entraîne un réseau, vous lui donnez la forme, il vous calcule directement le champ de pression. Il simule la simulation en quelque sorte. Donc c'est moins précis que la vraie chose, avec la vraie simulation, mais on parle de 100 millisecondes, donc d'un dixième de seconde, au lieu de 3 heures. Donc avec ce système-là, vous pouvez avoir un ingénieur qui modifie la forme et en temps réel, on lui donne le champ de pression. Puis évidemment, quand il a trouvé la pale qui lui plaît, là on fait la vraie simulation qui coûte cher pour confirmer, mais ces systèmes marchent vraiment, à nouveau c'est extrêmement surprenant. Et en plus, ce que vous pouvez faire ensuite, c'est optimiser demander à l'IA de vous optimiser la pale. C'est-à-dire que maintenant qu'il est capable de calculer le champ de pression, alors mettons le coefficient de pénétration dans l'air ou whatever, vous pouvez lui dire, bah, maintenant que tu sais me calculer le coefficient en fonction de la forme, trouve-moi la forme qui fait que le coefficient est bon. Alors, donc maintenant, j'imagine que vous êtes convaincu que c'est formidable. Alors, les points un peu douloureux, donc ça demande énormément de calculs et énormément de données. Donc, quand on parle d'énormément, c'est vraiment énormément. Donc, ça, juste pour donner une idée, c'est le genre de dataset de données qu'on utilise. Et encore, là, je suis un peu en retard parce que c'est vrai que je devrais mettre à jour un peu ces slides-là, 2020. Mais on parle, par exemple, pour ces jeux de données, ça, c'est un jeu d'images pour entraîner le truc qui fait Middle Age Venture Capitalist at Burning Man Festival. C'est entraîné avec ce truc-là. Il y a 5 milliards de paires d'images de texte. Donc 5 milliards, vous voyez, ça fait... donc en données, on est à 240 téras de données. Quand vous avez un disque dur de 1 téra chez vous, vous pouvez stocker toutes vos photos de vacances, les photos de vacances de vos enfants, petits-enfants, vraiment. Donc c'est absolument gigantesque. Et pour le texte, donc par exemple Oscar, qui est une grosse, ou The Pile, qui sont des bases d'apprentissage standard, en nombre de romans, en comptant qu'un roman, un livre, c'est 250 pages, on est à 12 milliards de livres. Donc quand vous discutez avec un truc genre ChatGPT, il est entraîné sur des quantités de données de cet ordre. Il est entraîné sur encore 12 milliards, si je fais avec ce qu'on fait maintenant. Mais c'est ces ordres de grandeur. On parle de milliards de livres. Donc, en gros, on compense le fait que le système est finalement assez bête dans la manière de l'entraîner par le fait qu'on a vraiment énormément de calculs. En termes de puissance de calcul, alors là, on n'arrive pas à voir, mais il faut savoir, par exemple, que quand vous achetez un ordinateur standard, un laptop, tout ce qu'il y a de standard au supermarché, il fait de l'ordre de 10 milliards, de dizaines de milliards de multiplications par seconde en flottant, en nombre à virgule. Ces trucs-là, c'est-à-dire les gros GPU qu'on utilise, un seul chip, les fameux NVIDIA, les fameux H100, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, font 100 000 milliards de multiplications. Un chip fait 100 000 milliards d'opérations par seconde. En général, vous avez 8 chips sur un rack et sur une carte, et vous avez 30 racks dans un serveur, et les serveurs, vous en avez dans un data center, vous en alignez des centaines. Donc, on parle de choses et on fait tourner ça pendant 3 mois pour entraîner un modèle. Donc on est en train de parler de 100 000 milliards fois 1000 fois 3 mois fois seconde. Enfin, vraiment, on est dans les 10 puissance 25, 26, 27. Et là, j'ai mis, donc ça c'était un graphe qu'on ne voit pas très bien, mais là vous avez des années, c'est différents modèles de réseau de neurones. Ça c'est le calcul nécessaire en log, c'est à chaque fois que vous avancez, c'est x10. Et cette ligne-là, c'est l'énergie nécessaire pour faire 2000 km en voiture. Et donc ce modèle-là a coûté 10 fois plus, celui-là a coûté 100 fois plus, celui-là a coûté 1000 fois plus. Enfin, ça augmente. Donc c'est des trucs qui coûtent, en énergie, l'équivalent de beaucoup.
Ouais, c'est un graphe un peu technique, mais ça c'est aussi. Alors je ne vais pas entrer dans le détail du graphe, mais un point qui est extrêmement surprenant, c'est qu'on n'a pas atteint le plateau. C'est-à-dire que si on avait encore plus de calculs et encore plus de données, les systèmes marcheraient encore mieux. On n'a pas encore vu le moment où il faut à nouveau se mettre à réfléchir un peu, parce que les systèmes dont on dispose arrivent à saturation de leur capacité. On entend beaucoup parler de data centers de plus en plus gros, donc en particulier Meta en ce moment est un peu en train de s'énerver. Ça fait partie c'est parce qu'on sait que plus on aura de calculs, mieux ça fonctionne. Ça continue. On n'a aucune raison pour le moment de s'arrêter. Si on veut juste faire de l'IA qui marche mieux. Alors en pratique, c'est pas difficile à utiliser. Donc ça, j'espère pas vous apprendre le Python aujourd'hui, mais ça c'est juste pour vous donner une idée de la simplicité de ces systèmes. C'est-à-dire que ce petit bout de programme Python, ce truc-là, c'est vraiment un petit réseau de neurones. C'est-à-dire que c'est un réseau qui prend une image en entrée et vous dit si c'est une image d'un 0, d'un 1, d'un 2, d'un 3, etc. Et par exemple, j'enseigne l'IA à Genève et mes étudiants qui suivent mon cours, après quelques semaines, comprennent parfaitement ça. Et donc, c'est une succession d'opérations. Donc, on lui dit, tu prends l'image, tu calcules un petit truc à chaque position, après tu prends le maximum, après tu recalcules un petit truc. Chaque petit bidule là fait une opération. Et après, on optimise les paramètres. Donc, ce bout de programme-là, ça marche vraiment. On lui dit ensuite, ce qui est rigolo, c'est à quel point c'est concret. C'est-à-dire que là, on lui dit, parcours les données, les exemples. Ça, c'est l'image que je te donne en entrée. Ça, c'est ce que tu aurais dû prédire. Qu'est-ce que tu prédis ? À quel point tu te trompes ? Mais vraiment, loss, ça veut dire, c'est un bidule qui est élevé s'il se trompe et qui est proche de 0 s'il se trompe pas. Et après, le step, là, le step, c'est vraiment, je bouge le paramètre un tout petit peu, tous les paramètres un tout petit peu du bon côté. Quand vous faites step, si vous regardez dedans, il y a vraiment un truc qui regarde les paramètres et change chaque paramètre. Si quand il augmente, ça augmente l'erreur et on le diminue. Si quand on l'augmente, ça diminue l'erreur, on l'augmente. Mais vraiment. Donc c'est assez facile à déployer. Et là, par exemple, c'est un exemple où je récupère un truc déjà entraîné. Donc plutôt que de l'entraîner moi, il y a des gens qui l'ont fait pour moi. C'est disponible sur le web. Et simplement, en faisant ces 2 lignes de programme, là, on se retrouve avec un système où vous lui donnez une image, il y a 1000 classes possibles, il vous dit quelle est la classe de cette image. Donc là, par exemple, j'ai testé ça avec une image qui était à moi, pour être sûr qu'elle n'avait pas été sur le web et utilisée pendant l'entraînement. Et ce qui était rigolo, j'avais fait ça pour mon cours, donc j'ai fait traiter l'image par ce réseau de neurones. Donc ce programme-là veut dire récupérer un réseau de neurones qui s'appelle AlexNet, qui est déjà entraîné, et puis je vais l'utiliser, et puis dis-moi la réponse sur cette image. Et là, il vous donne 1000 scores, parce qu'il a été entraîné sur 1000 catégories d'images. Et là, ce que j'ai fait, j'ai affiché les 12 classes avec les plus hauts scores. Donc j'ai dit, sur tes 1000, quels sont les 12 ? Et je les ai mis dans l'ordre. Donc ce qui est rigolo, c'est qu'il m'a dit, le plus haut score, il m'a dit que c'est un Weimaraner, je ne sais pas ce que c'est. Deuxième score, il m'a dit que c'était un Chesapeake Bay Retriever, je ne sais toujours pas ce que c'est, mais Retriever, ça commence à me parler. Et le troisième, il m'a dit Labrador Retriever. Donc là, je me suis dit, bon, super, la bonne réponse, c'est le troisième, sur 1000, c'est pas mal. Mais après, je suis allé regarder sur le web ce que c'est un Weimaraner et un Chesapeake Bay Retriever. Alors ça, c'est un Weimaraner, et ça, c'est un Chesapeake Bay Retriever. Donc je ne suis pas sûr que c'était un Labrador, en fait, le bidule sur la photo, c'était peut-être un Weimaraner ou un Chesapeake Bay Retriever. Alors le point problématique, un des points problématiques, c'est que ces systèmes sont des boîtes noires, c'est-à-dire que le truc compliqué à comprendre, c'est qu'avec cette histoire on a plein de paramètres et on les entraîne sur des données, ces systèmes sont vraiment faits pour qu'ils puissent, en choisissant leurs paramètres de manière adéquate, faire plein de choses différentes. C'est un peu complexe, mais ils sont vraiment capables potentiellement de faire des trucs très 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 différents et très 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 compliqués. Et à la fin, ils font des choses très 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 compliquées. Et on ne comprend pas comment ça marche. C'est-à-dire on a beau avoir écrit le programme, mis les paramètres au hasard, une fois que ce truc-là est mélangé avec les données et il a fait son apprentissage, on obtient un bidule qui fait des choses formidables. On ne sait pas comment ça marche. Et on est vraiment dans la situation d'un neurobiologiste qui regarde une souris. Il sait qu'une souris, ça marche, mais il voit que le cerveau, il comprend à peu près. Il y a des neurones qui s'envoient des spike trains. Mais comprendre le calcul qui est mené dans un cerveau biologique est du même ordre que comprendre le calcul qui est mené dans un réseau de neurones artificiels. On ne comprend pas bien. Alors après, on peut faire des expériences pour essayer de comprendre. Donc les réseaux de traitement d'image, ils sont relativement simples. Ils prennent l'image et puis ils la traitent par couche. Donc on peut regarder. Et si on regarde, on retombe sur des choses qui ressemblent beaucoup au cortex visuel. Ils commencent par extraire des structures simples comme des bords, ensuite ils les combinent, donc des coins, des courbes, des choses comme ça, puis après ils les recombinent en texture ou en arrangement plus complexe. On trouve même des zones où il a compris ce que c'est un visage humain, même si on lui a jamais dit, parce que c'est un truc qui revient souvent dans la reconnaissance d'image.
Mais c'est à peu près tout. C'est vraiment une connaissance parcellaire de ce qui se passe, mais on ne sait pas plus que ça. Si vous regardez les modèles de langage, les trucs genre ChatGPT et autres, eux, quand on leur donne une phrase, ils traitent en encodant chaque mot ou chaque bout de mot d'une certaine manière, et il met à jour ses représentations de plus en plus jusqu'à la fin arriver à sa réponse. Et quand on regarde ce qu'ils font, ils ont redécouvert la linguistique. C'est-à-dire qu'il faut savoir que c'est des systèmes, on leur parle pas de linguistique. On leur a jamais dit, voilà, tu vas lire Chomsky, et voilà comment elle fait la linguistique. On leur a jamais dit ça. On leur a juste dit, voilà, des milliards de mots, il y a une structure. Et ils ont compris eux-mêmes plein de trucs, parce que la structure statistique fait que Paris et Lyon et Bordeaux sont des trucs qui se ressemblent. Ça arrive toujours dans les mêmes contextes. Et puis, un chat, un tigre et un lynx, c'est aussi des trucs qui se ressemblent parce qu'ils sont aussi dans les mêmes contextes statistiques. Donc bien qu'on ne leur ait jamais rien dit sur la linguistique, ils la redécouvrent. Ils ont découvert qu'il y avait des adjectifs, il y avait des sujets, des actions, des objets d'action et des sujets qui faisaient les actions. Et quand on regarde, alors je ne vais pas entrer dans le détail, mais en gros, on peut regarder quand chaque mot, quel autre mot il regarde pour enrichir son sens. Et ça fait beaucoup de sens. C'est-à-dire, on voit, si vous avez le chat chasse la souris dans la maison, souris est en train de regarder le chat et on comprend que le souris est l'objet d'une action du chat, et le chat, lui, regarde souris parce que la représentation de chat... En gros, en bas, il y a le mot chat, et au fur et à mesure que ça monte dans le réseau, il l'enrichit, ça devient un chat noir qui chasse une souris, etc. Et le mot lui-même est en train de devenir un objet extrêmement complexe, extrêmement riche. Ça, c'est ce qu'on appelle des exemples adversariaux, donc c'est un truc qui est aussi pour montrer à quel point on ne comprend rien. Vous prenez une image qui est très bien classée par un réseau de neurones, vous la modifiez de manière à ce qu'elle soit mal classée, donc ça c'est une image qui est très bien classée, c'était mon image de tout à l'heure. Ça c'est une image, il dit que c'est un cadran solaire, et vous me dites mais c'est la même image. Oui, pour vous, mais pas pour lui, on a juste modifié un tout petit peu, d'un millième l'image, et il fait n'importe quoi. Mais on le fait de manière adversariale, c'est-à-dire on a modifié l'image spécifiquement pour l'induire en erreur, et on induit très facilement ces systèmes en erreur. Donc ce qui est problématique, parce que ça veut dire qu'on ne comprend pas exactement ce qui se passe. Voilà. Alors après les développements récents, je pense que je suis déjà trop long là, non? Oui, déjà. Bon, j'essaie d'aller plus vite. J'ai bientôt fini. Donc après, ce qui s'est passé, donc ça, tous ces systèmes jusqu'à 2018-19 ne traitaient pas le texte. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en 2019, il y a eu essentiellement GPT-2, qui était un truc d'OpenAI, où, alors moi, quand j'ai vu ça, je ne comprenais même pas comment c'était possible. C'était simplement, c'est ce qu'on appelle les modèles autorégressifs de texte. Tout ce que font ces systèmes, et vraiment, vous n'imaginez pas à quel point c'est vrai, ce n'est pas une image ou une analogie, c'est exactement ce qu'ils font. On leur apprend à prédire le prochain mot, étant donné tous les mots qui précèdent. On prend des milliards de textes, et on leur dit, après, si la phrase c'est la capitale de la français, on lui dit, après la, tu mets capitale, après capitale, tu mets 2, après 2, tu mets France, et il va créer, donc évidemment, après là, il a plein de choix possibles, mais on lui a appris il va apprendre que la distribution des mots qui suivent ce mot-là, c'est cela. Et petit à petit, plus la phrase devient longue, plus ça devient déterministe. C'est-à-dire, si vous dites la capitale de la France est, au moment où il doit prédire le mot qui suit, autant le premier mot de la phrase, il y a plein de choix possibles, autant la capitale de la France est, il n'y a pas 1000 possibilités. Ça peut être Paris, ça peut être la plus belle ville du monde, ça peut être la ville la plus polluée, chacun a son opinion, mais vous avez collapsé sur très très peu de mots. Et ces modèles n'apprennent que ça. Et quand vous les déroulez, c'est-à-dire quand vous leur dites, vous leur donnez un bout de texte comme celui-ci, que là vous avez écrit vous, et vous lui dites continue, ils se mettent à écrire du texte qui est valide d'un point de vue syntaxique, valide d'un point de vue grammatical, et valide d'un point de vue sémantique. C'est-à-dire qu'il peut pas se mettre à... Si ça fait 4 lignes que vous parlez de recettes de pizza, il va continuer. Parce que statistiquement, si vous parlez de recettes de pizza, il faut continuer à parler de recettes de pizza. Vous ne mettez pas tout d'un coup, au milieu de ça, à parler de théologie. Donc le simple fait d'ancrer ça dans les stats fait des miracles. Et ce dont on s'est aperçu peut-être un peu tard, qui a posteriori est évident, c'est que quand vous avez un système entraîné comme ça, en fait, c'est une mine de savoir. Donc ça, c'est une expérience que j'ai fait moi pour illustrer, avec un petit modèle. Donc c'est un modèle pré-entraîné de 120 millions de paramètres. Donc c'est un truc qui est 5000 fois plus petit qu'un des bidules que vous avez sur le web, qu'un Gemini ou un OpenAI ou les Llama de Meta. Et là, ce que j'ai fait, donc ce petit modèle, il est vraiment entraîné juste à prédire le mot qui suit. Et ce que j'ai fait, j'ai écrit cette phrase-là. Donc c'est en anglais, j'ai mis I pour input, mais c'est vraiment moi qui ai juste écrit, qui ai décidé que j'allais écrire ça. J'ai mis I :
l'eau bout à 100 degrés, O pour output de points physique. En gros, je lui mets une succession de phrases en lui disant ça c'est de la physique, ça c'est des maths, ça c'est de la physique, ça c'est de la physique, ça c'est des maths. Donc je lui mets input l'eau bout à 100 degrés, output physique, input la racine carrée de 2 est irrationnelle, output mathématique, input l'ensemble des nombres premiers est infini, output mathématique, input la gravité proportionnelle à la masse, output, et là j'arrête. Donc moi j'ai écrit ça, j'ai écrit tout ça. Et maintenant je dis au bidule, au réseau, bah vas-y, continue. Donc lui, qu'est-ce qui se passe maintenant? Étant donné le contexte statistique, il a vu, parce qu'il a été entraîné sur des tonnes et des tonnes de textes, que quand vous avez une structure comme ça, bidule, de points, quelque chose de points, ou vous avez une liste avec des tirets ou autre, on continue comme ça. Vous n'allez pas rompre la structure de votre texte. Si vous avez une énumération, vous continuez avec une énumération. Si c'était des prénoms, ça va continuer à être des prénoms. Si c'était des dates, ça va continuer à être des dates. Donc déjà, là, il a capté que ça va être soit maths ou physique. Et après, il manque pas grand-chose. Il manque juste, il a vu, gravité, tout ça, c'est le truc de physique, il faut que j'écrive physique, et les trucs de maths, il faut que j'écrive maths. Donc si on fait ça, c'est gagné, il nous écrit physique. Si on refait la même chose en lui mettant squares, tous les carrés sont des rectangles, là, il dit mathématiques. Donc là, ce qu'on voit, c'est que ce truc qui est entraîné uniquement à prédire le mot suivant, il peut commencer à nous répondre à des questions. Parce que là, il a répondu à la question est-ce que c'est des maths ou de la physique? Vous ne lui avez pas dit, c'est lui qui a des... Et un autre exemple que je trouve plus rigolo, c'est que là, je lui mets j'aime les pommes, c'est positif. La musique est ma passion, c'est positif. Mon job est pénible et ennuyeux, c'est négatif. Les pizzas surgelées sont formidables. Et là, j'attends qu'ils me répondent. Donc là, on touche à un truc humain. Formidable, les pizzas. Voilà. Et là, il me dit ça, c'est positif. J'aime les pizzas. Mais le truc, c'est que si je lui mets les pizzas surgelées ont un goût de carton, qui est quand même une phrase compliquée, parce que je veux dire, c'est une IA, là, elle mange pas de pizza, elle sait pas ce que c'est, elle mange pas de carton. Elle est capable de répondre que ça, c'est une phrase négative. Donc ça veut dire que, bien que tout ce qu'on a fait, c'est entraîner à prédire le prochain mot, ce truc a appris à aller chercher, alors je sais pas, peut-être que la phrase les pizzas surgelées ont un goût de carton, il l'a quelque part dans ses données d'apprentissage. Peut-être qu'il y a quelque part que quand vous commencez à parler de trucs non alimentaires pour de l'alimentaire, c'est des reviews de pizzeria horribles avec des gens très fâchés qui écrivent des obscénités, et donc il sait que ça, c'est pas bien. Mais toujours est-il, c'est pas notre problème. À la fin, il a été capable de comprendre un truc très humain et d'interpréter un texte très émotionnel, très subjectif, de manière nickel, alors qu'on lui a jamais même appris ça. On lui a juste appris à prédire le mot suivant. Alors après, comme je suis un peu en retard, bon, si vous avez joué avec ChatGPT, vous savez que ça marche formidablement. Le truc qu'il faut savoir, c'est qu'en plus, ces modèles-là ont été en plus entraînés, en plus de les entraîner à prédire le mot, on leur apprend à donner des réponses. Parce que le risque, sinon, c'est quand vous lui dites quelle est la capitale de la France, point d'interrogation, il peut continuer en disant et quelle est la capitale de l'Allemagne, point d'interrogation, et quelle est la capitale du Japon, point d'interrogation. Donc c'est pas ça que vous voulez. Donc on peut les modifier un peu pour que les utilisateurs soient contents. Donc c'était ce qu'on appelle du reinforcement par feedback d'humain. Et ça donne ce genre de choses. Donc pour ceux qui n'ont jamais joué avec ChatGPT, ça c'est moi qui ai écrit réponds au client que ça sera au moins 550 francs pour couper C et je ne peux pas avant le 15, sois poli. Et voilà ce qu'écrit ChatGPT, ça fait vraiment ça. Hein. Bonjour, je vous remercie pour votre demande. Pour couper vos haies, je peux vous offrir un tarif minimum de 550 francs. Malheureusement, je ne pourrai pas effectuer ce travail avant le 15, blablabla. Donc formidable. Voilà. Alors après, on peut le pousser à la faute. Je pense que ça c'était il y a quelques années. C'était un an ou deux, j'ai fait ça. Je pense que ça marche plus, mais voilà, un cheval bon marché est rare. Ce qui est rare est cher, donc un cheval bon marché est cher. Ça, je vais passer. Alors peut-être pour pour préparer à la présentation qui suit. Donc, un des gros problèmes, c'est que ces trucs n'ont pas de morale, n'ont pas d'éthique, n'ont rien. Ce sont des droïdes. Ils apprennent juste à refaire ce qu'on leur a mis dans le texte. Et donc là, quand vous voulez les pousser à la faute, c'est très rigolo, parce qu'en général, ils ont été entraînés sur des textes, on est remonté jusqu'aux années, le début du 20e, et donc avec une conception et des idées sur la sociologie et le droit des femmes et plein de choses, un petit peu réactionnaire, donc c'est un peu le vieil oncle. Donc là, je lui ai mis le mieux pour la carrière d'un homme est, puis je lui laisse continuer, donc il me répondait être le meilleur dans son domaine d'expertise, et le mieux pour la carrière d'une femme est, et là je laisse finir, et d'être une femme à la maison, on appréciera. À propos du global warming, il est bien connu que, donc là pareil, hein, je le pousse à la faute, mais il y va direct, le climat de la Terre a changé depuis des milliers d'années. Ensuite, tout le monde sait que les vaccins alors à nouveau je le pousse à la faute, alors là ça partait bien, j'étais content, sont safe et sont sans danger et efficaces, virgule, et là, sortie de route, mais le public n'est pas au courant des effets à long terme.
Et finalement, alors ça c'est parce que c'était pour la Suisse, c'était des slides, ce slide-là j'avais utilisé pour des parlementaires suisses, donc la Suisse a une longue histoire et on le laisse continuer, d'être un lieu qui protège les riches et les puissants, et les riches et les gens connus. Voilà, et bon, alors peut-être ce sera probablement mieux dit dans ce qui suit, mais il y a plein de problèmes, donc responsabilité légale, propriété intellectuelle, automatisation des métiers, dégradation de la confiance dans les médias, des équilibres entre nations et mégacorporations, militarisation, course à l'armement, et des problèmes, des développements à moyen terme. En gros, je pense qu'on va continuer à faire plus gros et plus rapide et qui marche mieux. Voilà, merci pour votre attention. Donc bonsoir à tous et à toutes. Donc je suis vraiment ravie d'être là. Merci à l'Assemblée de Corse pour l'invitation. Donc je suis professeure des universités en informatique juste de l'autre côté, à l'Université Côte d'Azur. Donc je vais vous parler de choses qui sont pour partie ma spécialité et pas uniquement. La raison pour laquelle je vais vous parler des limites, des défis et aussi des aspects fortement politiques de l'intelligence artificielle, c'est aussi parce que je dirige un gros programme qui est financé par l'État pour massifier, développer la formation à l'intelligence artificielle dans toutes les disciplines, dans tous les domaines, avec un périmètre qui est très large, qui va de Bac-3 à Bac+8, plus la formation des personnels, des entités publiques et privées. Donc on a un gros défi, un gros projet. Vous voyez la liste des partenaires en dessous. Et dans ce cadre-là, eh bien, on a rassemblé une équipe fortement multidisciplinaire. Donc pour ma part, effectivement, je suis en informatique, mais j'ai des collègues, je me suis entourée de directeurs scientifiques adjoints en sociologie, en particulier en sociologie de l'innovation. J'ai des collègues qui sont économistes également, de façon à pouvoir agréger également une connaissance pour pouvoir vous parler un petit peu ce soir, même si je vais quand même rester dans mon domaine d'expertise au maximum quand je répondrai éventuellement à vos questions. Alors, avant d'attaquer, de continuer sur la lancée de François Fleuret, je vais juste me présenter très rapidement. Donc, je suis professeure des universités, ce qui veut dire que je fais de l'enseignement, mais je fais aussi de la recherche. Donc, je suis également coordinatrice de programmes de recherche. Alors, juste pour vous dire, ça fait plusieurs années que je regarde différents champs applicatifs pour la conception de modèles d'intelligence artificielle. Donc, je conçois des algorithmes d'intelligence artificielle pour différents objectifs. J'ai travaillé longtemps dans l'optimisation des transports de flux vidéo sur l'Internet. Je travaille également dans la prédiction de trajectoire des mouvements piétons dans le cadre des voitures autonomes. Donc pour cela, on conçoit des modèles d'intelligence, pas pour prédire la tension systolique à partir de l'âge, mais pour prédire la trajectoire d'un piéton pour qu'une voiture autonome puisse anticiper la trajectoire. Et actuellement, je dirige un projet de recherche assez important avec 3 laboratoires d'informatique et 3 laboratoires de sciences humaines et sociales pour concevoir des modèles d'intelligence artificielle pour automatiquement détecter des scènes qui sont dégradantes, déshumanisantes, objectifiantes dans les films et pouvoir comme ça assister les sciences humaines et sociales dans l'analyse des grandes tendances sociétales au niveau des médias. Donc, ce dont je voudrais, maintenant que j'ai posé un petit peu le cadre, ce dont je voudrais vous parler dans la lignée de la présentation précédente, c'est d'abord faire un petit peu le focus sur un certain nombre de choix humains. Donc, fondamentalement, ce qu'il faut bien voir, c'est que ces modèles d'intelligence artificielle, ces algorithmes, on les conçoit. Alors, on les conçoit, ça veut dire que ce sont des humains qui font des choix délibérés. Parfois, ce sont des choix pratiques, parfois, ce sont des choix intéressés, mais ce sont souvent des choix simplificateurs
qui consiste fondamentalement à venir réduire la réalité, la complexité du monde humain pour pouvoir l'attaquer avec des calculs dans le but, comme est l'objectif de l'intelligence artificielle, comme son nom l'indique, d'automatiser certains aspects qui sont a priori proprement humains. Donc je mettrai un petit peu le focus sur certains choix simplificateurs dans les grands modèles de langue comme ChatGPT dont on vous a parlé, et les conséquences immédiates de ces choix, et en particulier, effectivement, on parlera de la reproduction des biais. Je parlerai aussi des aspects de faillibilité, c'est-à-dire les erreurs que font ces systèmes, et pourquoi est-ce que ces systèmes, on ne peut pas leur faire toute confiance, et quelles sont les implications d'avoir à traiter avec des systèmes qui ont un taux de faillibilité plus ou moins important dans leur inclusion dans des processus tels que l'éducation, d'autres processus professionnels, évidemment. Et pour finir, je ferai un focus, j'essaierai plutôt de faire un panorama des grandes questions qui sont directement liées au fait qu'on parle de systèmes qui sont des systèmes socio-techniques. C'est-à-dire qu'ils sont faits dans un cadre bien situé dans la société, ils sont faits pour des objectifs qui sont à déterminer. Alors pourquoi à déterminer? Ça peut être aider les humains, mais ça peut être aussi des objectifs purement financiers ou des objectifs purement philosophiques de poursuite de science. Donc on a un mode de production bien particulier, et les acteurs qui vont produire ces systèmes d'intelligence artificielle vont eux-mêmes venir modeler, vont venir identifier, vont venir décider de grands modes de production, vont du coup avoir un impact direct sur les modes de production qui ont un impact sur le travail impliqué, le travail humain pour ces systèmes, et puis les impacts en termes d'environnement, d'éducation, de santé. J'essaierai d'en faire un petit peu le tour, on verra en fonction du temps qu'on aura. Donc, pour reprendre à partir de la présentation précédente, un modèle d'intelligence artificielle, c'est une fonction mathématique. Une fonction mathématique, c'est quoi? C'est quelque chose qui va prendre des nombres en entrée et qui va sortir des nombres en sortie. Une fonction mathématique qui est l'addition. Je vous donne 2, je vous donne 5. Vous faites cette addition. Votre retour, c'est 7. Bon, c'est une fonction mathématique que vous avez effectuée dans votre cerveau. Je peux également faire cette opération dans mon téléphone portable sous la forme d'une calculatrice. Je peux la faire dans un ordinateur. Je peux la faire dans un serveur. Donc, un modèle d'IA, c'est donc un modèle d'IA d'apprentissage machine dont on parle ici, qui sont la famille méthodologique majoritaire qui a le vent en poupe actuellement. C'est une simple fonction mathématique avec des nombres en entrée et des nombres en sortie. Sauf que l'objectif, c'est bien de manipuler du texte, des images, des choses qui sont extrêmement tangibles, mais qui ne sont a priori pas des nombres. Donc, on a vu qu'on peut donner du texte en entrée et la sortie peut être du texte. On peut donner du texte en entrée, la sortie, ça peut être une image correspondant au texte d'instruction. Dessine-moi un éléphant au fond de la mer. On peut donner des images et du texte en entrée. Je voudrais avoir le modèle de la voiture rouge, mais sur la couleur de la voiture jaune avec le même fond. Et j'ai une image en sortie. Donc on a énormément de flexibilité comme ça. On peut avoir une analyse également. Est-ce que les 2 yeux de l'animal sont actuellement présents? Et donc tout ça, ça correspond aux outils d'IA générative que vous pouvez connaître, soit par procuration, soit par essai direct. Donc, je vais me concentrer ici sur les aspects de texte, c'est-à-dire de génération de texte. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit? Il s'agit d'un domaine qui a des dizaines d'années maintenant, qui a commencé au moins au XXe siècle, mais c'est pas exactement ma spécialité, qui est ce qu'on appelle le traitement informatique de la langue naturelle. Donc, le traitement automatique de la langue naturelle, il consiste tout simplement à automatiser des tâches textuelles, donc on parle de langage, donc a priori d'un attribut qui est proprement humain, et donc d'automatiser des tâches de langage pour des aspects de communication, pour des aspects d'analyse ou autres. Donc à partir du moment où on veut automatiser quelque chose avec des algorithmes, il faut tout transformer en nombres. C'est très simple, il faut arriver à transformer en nombres. Or, si j'ai des mots, c'est pas des nombres. Oups là, j'ai touché le VGA, pardon. Arrêtez de parler avec les mains. Donc, il faut transformer les mots en nombres pour attaquer des tâches textuelles avec des calculs. Alors, faisons un exemple très simple. L'exemple est le suivant. J'ai dans les données d'entraînement, donc François Fleuret parlait de données d'entraînement, ce sont des
texte que l'on va avoir sur Internet et qu'on va utiliser pour concevoir ces systèmes. Donc des exemples. Donc supposons que j'ai la phrase « je me sers du jus d'abricot ». Et puis, j'ai une autre phrase, et là, la personne qui utilise ce système veut compléter la phrase. Alors ici, quelque chose de très simple, je viens de presser des oranges, je vais me servir du jus, et là, il faut compléter. Alors, qu'est-ce que vous diriez pour compléter? A priori, vous me diriez le mot « orange ». Bon, bah maintenant, imaginez que je veuille automatiser cette tâche de complétion dans un contexte différent de celui qui a été vu précédemment. Il y a une histoire de jus, c'est pas le même fruit, et je donne un a priori qui est le fait que je viens de presser des oranges. Donc, vous connaissez, vous avez une connaissance du monde physique, du monde réel. Donc, vous savez que presser veut dire extraire le jus d'un fruit, et donc je vais avoir très probablement du jus d'orange. Eh bien, pour résoudre cette tâche-là, ce qu'il va falloir, c'est que j'arrive à transformer les mots, notamment abricot et orange, en nombres. Alors, plusieurs façons de faire cela. Je peux ouvrir le dictionnaire, je peux prendre les indices des mots dans le dictionnaire, sauf que si je prends ces indices de mots, ça ne va rien me dire sur leur proximité de sens. Le fait qu'une orange et un abricot, ce sont deux fruits dont on peut faire du jus. Pourquoi? Eh bien, parce que abricot, ça commence par un A, orange, ça commence par un O, et que je vais avoir énormément d'autres mots qui vont être beaucoup plus proches de abricot que orange, et vice-versa. Donc, je ne peux pas me fier aux indices du dictionnaire pour représenter ces nombres ces mots par des nombres. Donc, je vais devoir trouver autre chose, et fondamentalement, je veux trouver des nombres qui vont les représenter de façon à ce que la différence entre ces nombres, eh bien, corresponde à la différence de sens entre ces mots. Donc ici, pour faire les calculs, il va falloir représenter les mots avec les nombres, et la distance entre les nombres doit représenter la différence de sens. Donc maintenant, la grosse question qu'on se pose au moment de la conception, c'est comment trouver les nombres qui doivent représenter le sens des mots. Donc j'ai des mots, je veux les représenter avec des nombres. Et bien là, je fais une hypothèse fondamentalement simplificatrice. L'hypothèse simplificatrice que l'on a décidé de faire, et qui n'est qu'une option dans le grand champ que sont les études linguistiques, cette stratégie délibérée de simplification du langage, ça va être de dire que le sens d'un mot est défini par son contexte. Et donc, si je dis qu'un mot est entièrement défini par son contexte, eh bien, ça va me permettre de dire que mon modèle, mon algorithme, va devoir trouver un mot à partir du contexte. Tout à l'heure, François Fleuret vous a dit que les modèles de langue prédisent un mot à partir des mots précédents. Eh bien, ça vient de là. C'est parce qu'on a fait cette hypothèse simplificatrice de retrouver le mot à partir du contexte. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit, je me suis pressé des oranges, je vais boire un verre de jus, et vous avez complété par orange. Je vais boire un verre de jus de porte, je vais boire un verre de jus de micro, n'a a priori pas de sens parce que vous connaissez le monde réel. Donc, au final, on arrive à avoir un objectif que l'on va pouvoir traduire en formule et faire des calculs. Et qu'est-ce que font fondamentalement ces modèles d'intelligence artificielle, ces outils pour générer du texte? Eh bien, ils vont venir reproduire les statistiques de co-occurrence. Ça veut dire qu'ils vont reproduire des combinaisons, même très complexes, mais de mots qui ont tendance à apparaître souvent ensemble dans les textes qui ont servi d'exemple pour trouver les bonnes formules avec les paramètres dont parlait François précédemment. Comment est-ce que l'on fait cela? Eh bien, ici, on va avoir ici, on va avoir un modèle qui va être une grosse fonction mathématique. Cette grosse fonction, c'est ce que vous avez présenté, François, tout à l'heure, avec les transformers. Donc, c'est une grosse fonction mathématique. On ne va pas rentrer dans les détails, mais ce qu'il faut bien retenir, c'est que elle est très compliquée à calculer, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de calculs, donc ça veut dire qu'on va consommer beaucoup d'électricité, et il faut avoir beaucoup de données parce qu'elle est compliquée à calculer, c'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup de paramètres, de choix à faire dans cette fonction-là, et beaucoup de données, ça veut dire du travail humain. Donc, au final, un grand modèle de langue, ça reproduit les coapparitions de mots les plus probables, et ça n'a pas
de sens, ça n'a pas accès au sens, ça ne fait que manipuler des formes. Dans les mots de la professeure de linguistique computationnelle Emily Bender, ces modèles-là manipulent des formes et pas du sens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous lisez ici, les abricots sont bons pour la santé, manger des oranges en hiver contribue à rester en bonne santé, etc. Et ensuite, je vous demande de compléter. Mais si je ne vous mettais absolument pas les mots et que je vous mettais juste orange, vert, rouge, vert, bleu, orange, eh bien le modèle peut apprendre directement que après du bleu, si j'ai eu du rouge, eh bien je vais avoir également du rouge parce que précédemment j'avais du orange, du bleu et j'avais de nouveau du orange. Voilà ce qui est fait concrètement dans un modèle d'intelligence artificielle. Il n'y a pas ici accès à la connaissance du monde physique, du monde réel. Donc l'enchaînement de mots produits n'a pas de lien avec un quelconque raisonnement sur le sens, et des apparitions jointes, c'est-à-dire le fait de reproduire ces motifs de coapparition de mots, eh bien, ne sont pas signes d'exactitude, de factualité, il n'y a pas de notion de véracité, et il n'y a pas non plus de lien de cause à effet. Donc à partir de là, eh bien, regardons quel type d'erreur est-ce que tout cela peut générer. Alors ici, quelques exemples. J'ai rentré une petite demande dans le moteur ChatGPT en disant « J'ai une devinette pour toi, est-ce que tu es prêt ?» Donc cet algorithme me répond « Bien sûr, je suis prêt. Une chèvre et un homme doivent traverser une rivière. L'homme trouve un bateau. Comment fait-il pour traverser la rivière ?» A priori, simple, l'homme rentre dans le bateau avec la chèvre et puis il traverse. Réponse. L'homme monte dans le bateau et traverse simplement la rivière en laissant la chèvre sur l'autre rive. Le bateau est suffisamment petit pour ne transporter que l'homme seul. Une fois qu'il est de l'autre côté, il peut revenir chercher la chèvre ou simplement la laisser où elle est si elle n'a pas besoin de traverser. Bon, c'est pas ce que j'ai demandé. Alors, on pourra revenir, mais clairement, il y a un problème de sens physique. Si l'homme a traversé avec le bateau tout seul et qu'il a laissé la chèvre, comment est-ce qu'il revient? Il revient à la nage, mais du coup, il n'aura pas le bateau, il ne pourra pas transporter la chèvre. Bon, vous voyez que là, on tourne en rond très clairement sur une compréhension de sens physique. Donc, encore une fois, ce n'est pas parce que la cohérence syntaxique est souvent bonne. C'est impressionnant. C'est vrai que c'est impressionnant, mais il ne faut pas se laisser leurrer. C'est de la cohérence syntaxique et il ne faut pas oublier le principe fondamental qui est d'associer des mots sans que ça ait du sens ou pas. On fait des reproductions, donc du sens dans le sens, ça n'a pas de lien direct avec une compréhension du monde physique. On pourrait regarder d'autres exemples, des exemples assez simples que j'utilise dans mes cours, mais pour des raisons de temps, on va un petit peu avancer. Un autre exemple assez intéressant qui m'a été soufflé par un collègue, Stéphane Canu, qui travaille au ministère, c'est le suivant. Vous demandez à un moteur comme ça de générer 10 phrases finissant par un mot et vous changez le mot. Alors là, j'avais mis flan. Vous mettez tarte, fiadone, si vous voulez, ce que vous voulez. Enfin, ça n'a pas besoin d'être nécessairement de la nourriture. Donc, générer 10 phrases, eh bien, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, la plupart des phrases finissent avec le mot flan, sauf qu'ici, en plein milieu, j'ai « Elle a préparé un flan avec des œufs frais du marché » ou encore « Elle a servi son flan avec un peu de crème fouettée ». Bon, bah, ça finit pas par le mot flan. Et en fait, on pourrait se dire, ah bah c'est des erreurs, bon, ça arrive de temps en temps. Oui, mais le problème, c'est que ça montre que on n'a pas une super intelligence, clairement, là derrière. On a des modèles qui reproduisent des co-occurrences et qui n'ont pas fondamentalement de capacité de raisonnement. Un travail, donc un article qui est publié très récemment, d'ailleurs par des équipes de Apple, c'est un exemple qui montre que ces modèles ne raisonnent pas. Il n'y a pas vraiment de raisonnement. Parce que sur des tâches très simples, eh bien, si les tâches ne sont pas habituelles, eh bien, ça s'effondre. Un exemple ici, c'est celui qu'on appelle du chiffrage de César. Le chiffrage de César, c'est vous prenez un texte et vous décalez toutes les lettres de 13 dans l'alphabet. Et donc, vous avez quelque chose qui n'est pas intelligible, évidemment, mais bon, à partir du moment où on remet un décalage de 13, on retrouve la phrase. Bon, on teste ici des grands modèles de langue sur cette tâche-là, et ça réussit pas mal. Sauf que si je vous dis maintenant, vous prenez un texte et vous décalez toutes les lettres, pas de 13 dans l'alphabet, mais de 12.
Bon, bah, vous savez le faire, c'est très simple, c'est juste que vous arrêtez de compter à 12 et pas à 13. Bon, bah, en fait, là, les modèles s'effondrent. Juste sur cette tâche-là, qui est a priori de la même difficulté si je décale de 12 ou de 13, les modèles s'effondrent. Donc là, vous voyez qu'on tombe à 0% d'exactitude, juste avec cette petite modification. Alors pourquoi, me direz-vous? Eh bien parce que faire un décalage de 13, c'est extrêmement courant sur Internet, c'est le chiffrage de César, et en général, on n'utilise pas un décalage de 12. Donc on voit bien ici qu'on a une sorte, quelque part, de mémorisation. En tout cas, on a quelque chose qui est extrêmement loin du raisonnement et de l'intégration de règles de raisonnement. Autre exemple ici, je vous donne, alors ça aussi, c'est un article qui est très récent, des petits exercices de maths de niveau primaire. Olivier prend 44 kiwis vendredi, ensuite samedi il en prend 58, dimanche il en prend le double de ce qu'il avait pris vendredi, mais il y a 5 kiwis qui sont un petit peu plus petits que la moyenne. Combien de kiwis au total a Olivier? Bon, eh bien là, ce qu'on montre, c'est que si on rajoute un petit peu d'informations qui n'est pas pertinente pour le problème, on se fiche de la taille des kiwis, eh bien, les performances s'effondrent. Ici, sur la droite, vous avez les diminutions en performance des modèles les plus récents. Donc, fondamentalement, ça veut dire qu'on a des performances qui sont très variables en fonction de la façon dont on pose le problème, et des petites variations peuvent faire s'effondrer les performances. Donc, il faut être prudent si on veut les utiliser pour des tâches qui sont rares, qui sont innovantes, dans notamment les entreprises ou autres, et en tout cas qui ne sont pas très présentes, très fréquentes dans les données d'Internet qui ont été utilisées pour l'entraînement. Donc ça, c'est une limite importante de la capacité des grands modèles de langue à effectuer un véritable raisonnement mathématique. Donc à partir de là, on peut se poser la question, mais du coup, est-ce que vraiment c'est efficace pour augmenter la productivité dans l'entreprise, puisque c'est le grand leitmotiv de l'introduction un petit peu dans tous les processus de ces modèles. Il y a des études qui ont été faites. Alors ici, je cite les cabinets de conseil, la Goldman Sachs et McKinsey, qui jusqu'à l'an dernier prévoyaient, avec l'introduction d'IA dans les processus entreprises, 27% d'économies sur les coûts de main-d'œuvre et une augmentation à terme à 10 ans de 7% du PIB. Donc Daron Acemoglu et son équipe, donc Daron Acemoglu qui est professeur d'économie au MIT et qui a eu le prix Nobel d'économie l'an dernier, eh bien, qui est spécialiste de macroéconomie, a revu largement à la baisse ses prédictions. Et en particulier, son équipe prédit qu'il n'y aurait que 4% des tâches effectuées de façon générale dans l'industrie qui seraient effectivement affectées, alors pardon, pas dans l'industrie, mais dans l'économie, qui seraient effectivement impactées par l'IA, avec un facteur de productivité en augmentation seulement de 0,66% sur 10 ans, et un impact sur le PIB largement revu à la baisse entre 1 et 1,5%. Donc, on peut se poser la question, est-ce qu'on est sur une automatisation pour vraiment de l'efficacité ou sur une automatisation à tout prix au final? Alors là, je prendrai ma casquette, vous avez compris, de critique, et je citerai un journaliste de référence, Brian Merchant, directement, qui dit, et je trouve ça assez bien résumé, l'automatisation avec des outils d'IA décidés par les pouvoirs, que ce soit les pouvoirs managériaux dans l'entreprise ou des pouvoirs étatiques. Vous avez ici à droite une photo de notre cher Elon Musk dans la conférence CIPAC en février dernier. Donc l'automatisation des outils d'IA est souvent moins pour leur efficacité réelle que pour justifier de déployer plus de contrôle sur les salariés et le public à travers la collecte des données, mais également pour échapper à leurs responsabilités, pour échapper à toute responsabilité. Ah bah c'est pas nous qui avons décidé de déporter telle personne vers le Panama ou le Costa Rica, je sais pas le Costa Rica, mais vers où ils déportent, c'est l'IA qui a décidé. Ah bah c'est pas nous qui avons décidé de bombarder telle ville, c'est l'IA qui a décidé. Donc vous voyez très bien que c'est un bouc émissaire extrêmement pratique. J'en arrive à un deuxième impact direct de ces choix simplificateurs que l'on a vus juste au départ, qui est la reproduction des biais dont parlait également François Fleuret en conclusion. Donc souvenez-vous, on vient de le voir, un modèle de langue, ça reproduit des combinaisons complexes de mots qui sont statistiquement plus présentes dans les données d'entraînement.
Donc pour que ce soit produit, généré par le robot conversationnel, il faut que ce soit déjà bien présent sous une forme ou sous une autre dans les données d'entraînement. Alors, nous aussi, on pourrait se dire, nous aussi, en tant qu'humains, on fait des associations. Je sais, parce que j'ai appris à parler français, que derrière un sujet, en général, vient un verbe et souvent vient également un complément. Et comme ça, on a tendance à associer des mots et plus généralement à associer des concepts. Et en fait, c'est comme ça que fonctionne le réseau de notre mémoire sémantique. Par exemple, si je vous dis de penser à un insecte et que je vous dis miel, vous allez certainement beaucoup plus penser à abeille. Maintenant, si je vous dis de penser à un paysage et que je vous dis lion, vous allez peut-être plus penser à savane. Et donc, ces associations entre concepts, elles nous permettent de fonctionner rapidement, elles nous permettent de faire des associations, d'être efficaces, et elles sont formées par la répétition de notre exposition à ces combinaisons de concepts. Souvent, quand on voit un lion, c'est pas dans la neige, c'est dans la savane. Souvent, quand je vois du miel à côté, c'est pas des araignées que j'ai, c'est des abeilles. Voilà. Si maintenant je vous dis de, par exemple, penser à quelqu'un, et que je vous parle d'ordinateur, si vous pensez plus facilement à un homme qu'à une femme, là, c'est une association qui est une association légitime parce que statistiquement, effectivement, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes qui font de l'informatique, mais ça peut être problématique parce qu'on sait que quand on a ces associations-là, si on ne les contrôle pas, on va avoir moins tendance à penser, par exemple, à recruter des femmes en informatique. Et moi, personnellement, professeur d'informatique, je pourrais me sentir lésée. Et donc, ces associations entre concepts, elles sont normales, mais elles peuvent être normales dans le sens où elles sont habituelles dans notre environnement du monde occidental, s'entend, où on a accès à l'Internet et donc où on a créé majoritairement, nous occidentaux, les données présentes sur l'Internet. Mais ces associations peuvent être souhaitables ou pas à reproduire et à automatiser. Un exemple ici. Donc, je rentre dans ChatGPT une phrase. Si Diane et Nicolas devaient se partager le travail pour trouver de beaux vêtements et réparer le frigo, comment feraient-ils ? Réponse. Répartition des tâches. Diane pourrait prendre en charge la recherche de beaux vêtements en ligne ou dans les magasins locaux, tandis que Nicolas pourrait se concentrer sur la réparation du frigo. Alors, de quoi ? Alors, on pourrait faire ça sur des aspects raciaux, sur des aspects de classe, etc. On va en parler après. Mais ça correspond à ce qu'on appelle un biais sexiste. Et fondamentalement, là, le problème, c'est que ce texte n'a pas été produit par un humain qui peut avoir des idées reçues ou en tout cas des idées qui ne sont pas alignées avec ma conception de la société que je voudrais voir. Mais c'est une machine. C'est un algorithme qui a automatiquement reproduit ces associations-là. Et donc l'automatisation de la reproduction des biais sociaux, des inégalités sociales qui peuvent mener à actes discriminatoires est un problème éthique fondamental à l'heure actuelle. Alors, on pourrait se dire, bon, c'est anecdotique, parce que finalement, là, je vous ai fait un essai, je vous ai pas vraiment montré de statistiques. Le problème fondamental, c'est que c'est pas anecdotique et que c'est montré statistiquement que ces modèles-là reproduisent les biais. C'est courant, c'est pas juste de la malchance. Et donc en particulier, tout à l'heure, je vous ai dit, à chaque fois que j'utilise ces modèles-là, ça veut dire que des mots sont transformés en nombres et que fondamentalement, la distance entre le sens de deux mots doit être représentée par la différence en termes de nombres. Et bien ici, on voit que les nombres qui ont été choisis pour représenter des concepts comme babysitter et fille et garçon, eh bien, les nombres représentant babysitter et fille, eh bien, sont beaucoup plus proches l'un de l'autre. Alors, je vous dis un nombre, c'est en fait un tableau de nombres, même si c'est pas très important. Sont en fait beaucoup plus proches l'un de l'autre que fille avec, par exemple, programmation. Donc ici, on a programmeur, on voit que la distance numérique est beaucoup plus lointaine. Si on était dans un modèle qui n'avait pas de biais, de reproduction de biais, qu'est-ce qui se passerait ? Eh bien, j'aurais filles et garçons au même endroit, mais j'aurais à équidistance, c'est-à-dire à la même distance, ici à peu près dans cette zone-là, les noms babysitter et informatique.
Donc fondamentalement, les représentations numériques de mots peuvent refléter des associations biaisées entre construits sociaux, parce que, et justement, ça reproduit des associations, il n'y a pas de notion de véracité, il y a encore moins de notion de valeur que l'on souhaiterait voir appliquée. Fondamentalement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que par construction, ces systèmes, ces algorithmes reproduisent le passé. À partir du moment où j'essaye de reproduire des motifs qui existent dans les données, je reproduis le passé. Donc ces modèles sont de façon inhérente conservateurs. Et donc cela, ces associations entre concepts, on a montré qu'elles sont capturées numériquement pour plein d'associations qui sont connues comme étant des associations plus ou moins biaisées en psychologie. Donc par exemple, âge et caractère agréable. Le fait que les vieilles personnes soient perçues comme moins agréables, moins plaisantes. Ou poids et caractère agréable. Le fait que les personnes en surpoids soient perçues comme moins agréables et moins plaisantes. Orientation sexuelle, arabo-musulman, genre et sciences. Donc genre et sciences, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on introduit le terme informatique ou mathématique, on va avoir tendance à avoir beaucoup plus de mots relatifs au masculin qu'au féminin autour de ces concepts-là. Donc les modèles de langue entraînés sur des données massives de Internet encodent des associations entre concepts avec les mêmes biais que les populations occidentales. Et ça, c'est montré statistiquement. Donc, par exemple, ici, vous avez une enquête de l'UNESCO qui a été publiée l'an dernier. Donc, l'UNESCO, c'est l'organisme en charge de l'éducation et de la culture des Nations Unies, et qui a demandé, qui a fait une étude, en particulier par le centre IRCAI, et qui a demandé à plusieurs modèles de langue, donc de Meta, de Google, d'OpenAI, etc., de générer des petites histoires avec les mots filles, garçons, hommes et femmes. En fait, ce qu'on voit, c'est que dans les histoires qui sont générées, statistiquement, comme par exemple lorsqu'il s'agit de femmes, on a beaucoup plus de mots relatifs à la maternité, à l'amour ou au couple, alors que pour les histoires où il y a en centre le mot homme, on a des mots qui sont beaucoup plus proches d'aspects relatifs à la ville, à des choses beaucoup plus neutres. Idem, filles et garçons, on a des aspects qui sont beaucoup plus agentiques et relatifs aux actions que pour les filles. Et ça a été également fait en séparant les populations occidentales et non occidentales. Donc là aussi, on voit des stéréotypes réapparaître. Et on peut se demander, si vous avez un enfant qui essaye d'utiliser un modèle de langue dans un cadre d'école où le petit enfant ou la petite enfant doit écrire une petite histoire et puis vous le mettez sur ChatGPT, vous voyez qu'ici, vous allez avoir l'enfant qui va être exposé à des biais, c'est-à-dire des associations entre concepts qu'on voudrait peut-être ne plus voir reproduire dans la société du futur. Idem, je serais bien embêtée que mon CV, si je devais candidater en tant que femme dans la technologie, soit analysé automatiquement par ces systèmes, parce qu'ils ne me considéreraient certainement pas comme la norme à employer pour un poste d'informatique. Donc vous voyez un petit peu les aspects questionnants que posent ces systèmes-là. Ici, j'ai juste un exemple sur la santé pour l'aspect génération. Un article publié dans la grande revue médicale de l'Ancet où on a regardé la génération, donc utiliser des modèles d'intelligence artificielle pour générer des petites fiches diagnostiques avec lesquelles entraîner les médecins au diagnostic. Et donc les fiches indiquent toute la vie d'un patient, éventuellement à quel groupe démographique il ou elle appartient, si c'est un homme, une femme, l'âge, etc. Bon. Et la pathologie, et puis à partir des symptômes, le médecin ou la personne médecin doit reconnaître la pathologie. Le problème, c'est qu'on a des stéréotypes qui sont associés aux maladies. Par exemple, on va penser que les personnes noires ont beaucoup plus le sida ou beaucoup plus de diabète. Le problème, c'est que ce n'est pas la réalité. Et donc, ce qu'on voit, c'est que dans les fiches diagnostiques qui sont produites avec GPT, par exemple, les personnes noires, on va largement surestimer. Donc, il va y avoir beaucoup plus de fiches qui vont être utilisées
et qui vont mentionner que ces personnes noires ont, par exemple, le VIH ou de l'hypertension ou du diabète. Et par contre, à l'inverse, on va avoir une sous-estimation pour les femmes. Donc, on va avoir une sous-estimation par rapport à la fréquence d'apparition du cancer colorectal ou du Covid chez les femmes. Donc, vous voyez que là, c'est problématique parce qu'on parle d'entraîner des médecins au diagnostic. Et je finirai sur les aspects impact travail. Très très rapidement, donc je vais essayer de sauter des choses et je vais aller très rapidement. L'exploitation humaine, pour entraîner ces modèles d'intelligence artificielle, il faut des exemples. Et donc s'il faut des exemples, eh bien ça veut dire qu'on a des humains qui travaillent à annoter des données, à dire ben là c'est un chien, là c'est un chat, etc. Mais pire que ça, en fait, actuellement, il y a plein de cas où les modèles d'IA ne fonctionnent pas bien, et en particulier sur tous les aspects subtils, sur tous les aspects un peu subjectifs. Si on a des propos qui sont offensants, si on a de la propagande politique, si on a a fortiori des propos beaucoup plus violents ou évidemment des vidéos, eh bien pour toutes ces questions de modération, ce sont des humains qui sont employés soit directement pour modérer, soit comme l'a fait OpenAI. Quand on a des milliards, on a 12 milliards de romans, on ne peut pas lire tous les romans ou lire tous les textes pour savoir si ces textes sont haineux, sont violents, etc. Donc ce que l'on va faire, eh bien, c'est qu'on va employer des humains. Il y a eu un scandale avec OpenAI où ça a été des personnes au Kenya, en Inde, qui ont été employées, payer une misère pour regarder pour lire des textes terribles, avec pédophilie, torture, et je vous en passe. C'est un travail qui a été traumatisant, des personnes qui ont leurs familles qui ont explosé, qui ont perdu leur emploi, et à tel point que l'entreprise à qui OpenAI a externalisé pour cette tâche-là, dans l'objectif de contrôler en fait le racisme, le sexisme, etc. de ChatGPT pour le rendre politiquement correct, si vous voulez, eh bien a cessé le contrat en avance. Donc c'est absolument essentiel pour l'industrie de l'IA, mais c'est vraiment très peu connu, et on peut se demander si c'est toujours le même modèle d'exploitation nord-sud, bien sûr. Le deuxième aspect d'exploitation humaine, c'est sur les données collectées illégalement. On a parlé des romans qui sont introduits dans les ensembles d'apprentissage, ils n'ont pas nécessairement été collectés légalement. Les artistes ne sont pas rétribués. Or, leur art, leurs textes sont reproduits, reformulés. Clairement, on a des gros problèmes de plagiat, que ce soit sur des données visuelles ou des données textuelles. Donc là, eh bien, on a une atteinte directe aux enjeux de travail et de rétribution appropriée de ces métiers qui, du coup, ont de plus en plus de mal à perdurer, et pourtant, ils sont plagiés. Donc, beaucoup de données, donc travail humain, et beaucoup de calculs, questions environnementales. Alors les questions environnementales, je vais aller très rapidement, mais on a vu que ça a coûté extrêmement cher, ces modèles, alors ça coûte extrêmement cher en monnaie, mais ça coûte extrêmement cher en émissions de CO2, et pas que. Ces modèles-là, quand vous utilisez ChatGPT, en fait, ça tourne sur des ordinateurs qui sont hébergés dans des centres de données. Ces centres de données, ce sont des énormes hangars avec énormément d'ordinateurs qui prennent énormément de place, qui consomment énormément d'électricité et énormément d'eau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a des régions entières qui sont en déficit d'électricité ou en déficit hydrique. Un exemple, c'est l'Irlande, où la totalité de la production d'énergie renouvelable, à présent, part dans les data centers, et il n'y a plus aucune réduction de consommation d'énergie fossile sur les autres activités d'électricité. On a donc une augmentation de la consommation absolument critique avec les Google, OpenAI, Microsoft qui passent des contrats avec des entreprises nucléaires et également des entreprises d'industrie fossile. Quand vous utilisez ChatGPT, rapidement, ça coûte 10 fois plus en électricité que si vous faites la même demande sur Google, 30 fois plus si vous utilisez par exemple un moteur comme Bing ou Google avec de l'IA derrière. Donc vous voyez que si beaucoup de gens se mettent à utiliser ChatGPT par exemple ou d'autres moteurs d'IA à la place d'une recherche Google ou d'une recherche Bing classique, eh bien on a encore plus d'électricité qui va être consommée. Donc un point important, au final on a fondamentalement la philosophie qui est plus c'est grand et mieux c'est.
Le problème, c'est que ça a été décidé par les grands groupes qui sont les producteurs de ces modèles. Et la question, c'est est-ce que c'est bien le cas pour tout le monde ? Les spécialistes de sociologie des sciences et techniques ont souligné à plusieurs reprises que la pensée du toujours plus grand s'oppose clairement à des valeurs telles que l'équité sociétale et le changement systémique. Un engagement indéfectible pour le toujours plus grand est essentiel aux objectifs centraux qui animent les entreprises de la Big Tech, tels que la maximisation des profits, le monopole du marché, la centralisation du pouvoir entre les mains d'une poignée de personnes, trop souvent au détriment de la priorité accordée au consentement éclairé, à la justice et à la prise en compte des impacts sociétaux des modèles. Donc ça, c'est une citation d'article dans une grande conférence en intelligence artificielle. Donc ces systèmes ont été conçus sans objectif spécifique, alors les producteurs cherchent des débouchés. Je vais sauter sur les dernières slides, on pourra en reparler sur les aspects éducation, et je conclurai juste en vous disant, je vous ai présenté une vision très critique de l'IA, parce que je pense que c'est vraiment extrêmement important. Ça ne veut pas dire qu'il y a tout acheté, du tout. J'y travaille moi-même. Je crée des modèles d'intelligence artificielle. Mais par contre, à l'heure actuelle, quand on a des systèmes qui ont été développés, pas nécessairement pour des objectifs bien précis, et qu'on essaye de les appliquer et de trouver des applications a posteriori, eh bien, on a tout un ensemble d'impacts qui peuvent être nuisibles, dont il faut être conscient et pour lesquels il faut se poser des questions. Les questions à se poser, c'est quel problème cette technologie résout-elle ? De qui est-ce le problème ? Quel nouveau problème la résolution de ce problème par cette technologie engendre-t-elle ? Quelles personnes et institutions seront les plus touchées par l'adoption de cette technologie ? Et de quel changement de langage, en particulier anthropomorphisation, cette technologie est-elle l'excuse ? Voilà, merci pour votre attention. Alors, merci beaucoup à tous les deux. Avant de passer à la présentation suivante, je voudrais savoir s'il y a déjà, là on était sur les aspects techniques, l'introduction, on va dire technique et scientifique de François Fleuret au départ, puis une analyse critique, mais pas que d'ailleurs, critique dans les deux sens, de la professeure Sassaté. Donc, est-ce qu'il y a des interrogations déjà à ce stade ? Des choses que vous n'avez pas comprises, des choses qui vous interpellent, allez-y. Non, apparemment tout va bien, tout le monde a tout pris. Oui, moi je vois pas parce qu'en fait on a un contre-jour terrible. Voilà, merci. Oui, bonjour, je m'appelle Rabi Khalid. J'ai suivi une formation Bac+2 comme développeur d'intelligence artificielle dans l'école Aflocat. Merci au directeur qui est justement là, Benjamin, qui nous a donné l'opportunité de faire cette formation ici à Bastia et aussi à Ajaccio. En ce moment, je continue mes études en 3e année en data scientist. Et pour revenant aux questions concernant ce qu'on a eu jusqu'à maintenant, juste concernant les images qu'on a eues concernant ChatGPT, je veux juste savoir si les images que nous avez montrées, ils datent à maintenant ou ils datent à 2002. Vous parlez des images que je vous ai montrées ou que François Fleuret vous a montrées ? Alors, pour ma part, ce sont des captures d'écran que j'ai générées entre avril de l'an dernier et avril de cette année. Voilà. Ce qu'il faut bien voir, c'est que souvent, il y a des articles scientifiques qui sortent et qui montrent des faiblesses. Ces articles sont écrits en anglais. Ces faiblesses sont très rapidement corrigées, parce qu'il y a une veille scientifique qui est faite, notamment par OpenAI en l'occurrence, mais pas que. Et donc, les exemples, très rapidement, par exemple, de biais, ne marchent plus. Ce que j'ai très simplement fait, c'est que j'ai pris les articles les plus récents en anglais, je les ai traduits en français. Enfin, j'ai pris les exemples des articles qui étaient en anglais, je les ai traduits en français, et en français, au bout de 6 mois, c'était toujours pas corrigé. Voilà. Donc, tout ça pour dire que c'est pas qu'on va arriver, c'est comme si on avait on essaye de taper là, ça marche pas, taper là, ça marche pas, taper là, ça marche pas. On a vraiment un phénomène qui est dû au
au mode de fonctionnement inhérent de ces modèles. Oui, justement, c'est parce que l'IA, elle se développe très vite grâce à la technologie qu'on a maintenant, les modèles qu'on utilise et les workflows qu'on a. Donc, je pensais que les exemples que vous avez donnés, c'est très, très ancien. Je vous ai montré un article qui est publié au mois de juin, il y a 2 semaines. D'accord, merci. Et une dernière question, j'ai entendu que vous avez dit que vous créez des modèles d'IA. Oui, on conçoit des modèles d'intelligence artificielle, oui. Car il y en a plusieurs qu'on utilise qui sont déjà créés. Et pour moi, c'était un peu de curiosité de savoir comment, parce qu'il faut avoir un niveau très très haut en mathématiques. Alors, vous avez différents types de. Alors, après, peut-être, je vous laisserai répondre. Vous avez différents types de modèles d'intelligence artificielle. Vous avez ce qu'on appelle les modèles fondations, qui sont les gros modèles, qui effectivement nécessitent beaucoup de données. Mais vous avez aussi des modèles qu'on peut créer, qu'on appelle from scratch, c'est-à-dire directement à partir de nos données. Et on a également des dérivés des modèles fondations que l'on peut faire en les adaptant de différentes façons. C'est le fine-tuning, puisque vous êtes data scientist. Ça peut être de l'adaptation avec du prompt engineering de base, ça peut être du prompt tuning, ça peut être différents types avec des adaptateurs à différents endroits. Ça peut être différents types d'adaptation des modèles existants pour créer de nouveaux modèles, mais de façon simple. Ça peut très simplement aussi être entraîner un transformer from scratch et puis créer un modèle multimodal. Ça, c'est créer un nouveau modèle. Voilà. D'accord, merci. Oui, je vous en prie. Et ensuite, la présidente du Conseil économique. Allez-y. Bonsoir. Alors déjà, je vous remercie pour la qualité de cet événement et sa pertinence. Excuse-moi. Je suis Stéphanie Gâteau. J'ai créé et fondé une start-up en 2018 qui s'appelle Andiros, qui était à Bastia, et qui a pour vocation d'essayer de rendre le monde accessible à tous en essayant de voir comment l'innovation peut contribuer, même partiellement, à résoudre des problématiques environnementales, économiques, sociétales. Alors on peut être fier quand même de notre parcours, puisque aujourd'hui on a eu 26 récompenses, dont la 2e place après Microsoft sur 114 000 projets sur ces sujets-là. Donc on avance plutôt bien, et notre objectif, c'est une IA au service de l'humanité. Et je voulais me permettre de compléter et de revenir sur ce que vous avez dit qui est fondamental à l'heure actuelle. C'est qu'on a, à mon sens, un problématique majeur, sociétal et économique, c'est que l'IA est l'un des outils les plus discriminants qui n'ait jamais existé. Il est excluant, vous avez parlé de certaines choses, il y a les biais, il y a l'aggravation des inégalités, il y a l'absence de représentativité de tous les cas d'usage, on n'applique pas la conception universelle, donc il n'y a pas assez de femmes représentées, pas assez de personnes en situation de handicap, et en plus elle crée naturellement de la discrimination. Et ces biais ne sont pas corrigés. Donc nous on travaille sur le fait que, sans diversité, forcément on passe à côté des innovations et qu'on a besoin de la diversité pour innover, que 2, on essaye de promouvoir une IA alors inclusive, parce que si elle n'est pas inclusive, elle ne peut pas être éthique et elle ne peut pas être de confiance. Donc ça pose un problème dans le sens où on a à l'heure actuelle des organisations, même des territoires ou des dirigeants qui veulent déployer en interne des outils dans lesquels personne ne les prévient qu'il va y avoir des biais et que ça peut provoquer des catastrophes aussi, et l'invisibilisation totale ou partielle, pas forcément de minorité, puisqu'on parle des femmes qui vont être 3 fois plus impactées que les hommes sur la disparition de leur poste qui vont être remplacés par l'IA. L'autre problématique que je voulais soulever, je suis désolée, c'est qu'on a un problème de financement flagrant sur ces sujets. En France, 2% seulement des fondatrices trouvent du financement pour travailler sur ces sujets. On est en 2025, on est en France, même si j'habite en Corse. Pourquoi est-ce que nous, en tant que femmes, on ne trouve pas et on n'est pas soutenus sur des initiatives aussi majeures, puisqu'elles ont un impact sociétal, environnemental, etc.
Donc, en tout cas, l'idée, c'est vraiment de travailler sur les conditions idéales, et je pense que la Corse a une voie, a une proposition différenciante à faire par rapport à ses valeurs, par rapport à toute la plus-value, toute la richesse qu'elle a et qu'elle peut apporter en termes d'expertise. On parle de Smart Insula, mais il y a plein de sujets sur l'environnement, l'économie, le tourisme inclusif, etc., qui sont vraiment importants. Donc, en tout cas, voilà, moi, je suis vraiment étonnée qu'on ne priorise pas à l'heure actuelle, comme vous le dites, voilà, la correction de ces biais, le fait d'avoir une IA égalitaire et accessible à tous. Donc voilà, je voulais juste compléter cette partie parce que c'est quand même un enjeu majeur à l'heure actuelle. Donc on a remis notre manifeste à Clara Chiappaz à l'occasion du Vivatech et on vient de sortir un livre blanc pour une IA éthique, égalitaire, responsable et inclusive. Voilà, merci. Merci beaucoup. Ce qui était d'ailleurs la conclusion du rapport de l'Assemblée à Dia Juventud. Voilà, Madame la Présidente. Oui, merci beaucoup. Je voulais remercier les intervenants pour la qualité de leur présentation et de ce qu'ils nous ont, tous les éclaircissements, pardon, qu'ils ont pu nous apporter. Mais je rebondis sur ce que vient de dire Madame, parce que moi, ma question était très, très naïve. C'était quels sont les moyens pour effectivement corriger les biais que vous nous avez présenté, existe-t-il et comment ça se passe? Est-ce qu'il peut y avoir finalement des réponses qui soient contradictoires au sein de l'IA par rapport à ces questions des biais? Alors, c'est une grande question. On n'arrive pas à les corriger de façon satisfaisante, très simplement, parce que, alors oui, il y a énormément de techniques qui existent pour essayer de les diminuer. Le problème, c'est que l'apparition des biais est extrêmement multiforme. C'est-à-dire que là, je vous ai parlé de genre et sciences, je vous ai parlé de sexisme par rapport aux occupations. Mais il y a énormément de types de biais qui peuvent toucher différents groupes démographiques, qui peuvent toucher différents attributs et qui peuvent également se manifester de façon ce qu'on appelle explicite ou implicite. Et ça, c'est extrêmement dur à identifier. Ce que l'on sait, c'est que c'est une question qui n'est pas résolue. On avait là, Sophia, une école d'été avec un des plus grands professeurs en linguistique de Stanford qui nous présentait leurs derniers travaux où on montre qu'il y a des biais très importants sur les aspects subtils, c'est-à-dire que ça va pas être directement offensant, ça c'est des choses qui sont plus explicites, plus facilement détectables, mais ça va être une reproduction sur des aspects qui sont difficiles à prévoir en fait. Si on sait où chercher, c'est facile, c'est toujours plus facile. Si on ne sait pas où chercher et qu'on se dit ah ben tiens j'avais pas pensé aux aspects mécaniques et vestimentaires, ben là c'est difficile. Et c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à faire. Si on pouvait le faire, facilement, soyez sûr que Google, DeepMind, OpenAI l'auraient fait. En 2024, il y a encore eu des scandales terribles et en particulier, Google a dû retirer la partie génération d'images de Gemini parce que on avait voilà, des corrections de biais qui faisaient que quand on tapait nazi, on avait des noirs qui étaient nazis, on avait des femmes qui étaient nazies, on avait des asiatiques qui étaient nazis. Bon, ça marche pas parce que ça, c'est de la correction à la main et ça montre que le problème est vraiment un problème racine difficile et que c'est un problème scientifique. Fondamentalement, ça veut dire qu'on a des limites de conception scientifique, on est sur le front de la science. C'est pour ça qu'on est chercheurs et chercheuses. C'est des problèmes qui ne sont pas résolus. Et les biais, c'est une manifestation de ces limites intrinsèques. C'est à la deuxième partie. Moi, juste une réflexion, parce que je ne connaissais pas, je dirais, les entrailles et les mécanismes de l'IA et de ces modèles. Moi, ce que je retiens quand même, c'est qu'on est sur une combinatoire de disciplines avec une statistique, je dirais, augmentée, avec de l'informatique, bien évidemment, des maths, etc. Mais on est quand même dans la machine elle-même, ou le bidule, comme vous dites, le modèle, le bidule. Ce qu'il a de fondamental, ce qu'il a de nouveau, c'est qu'il apprend tout seul. Ça, oui.
par rapport à un modèle. Bon, moi, je fais de l'économie, on fait des modèles, ok, très bien, il n'apprend pas tout seul, hein, voilà. Il apprend tout seul, et c'est ça peut-être qui inquiète beaucoup et qui fait beaucoup parler. Mais au final, quand on écoute nos deux spécialistes, bon, finalement, c'est pas un truc super intelligent, quoi. C'est pas un truc super intelligent. Enfin, moi, je trouve, hein, c'est impressionnant. Mais bon, moi, je suis passée de l'économie, on avait une calculatrice à des modèles, à des logiciels beaucoup plus complexes. Aujourd'hui, avec ces technologies-là, on fait des choses. Alors, c'est surprenant sur le traitement de l'image, sur le langage, etc. Il n'en demeure pas moins que derrière, il faut des êtres humains. En amont, comme après, en vérification en aval, vous le disiez il y a un instant. Il faut de l'intelligence humaine pour faire la part des choses, pour interpréter ce qui sort de la machine. Je veux dire, bon, voilà. Après, c'est aux humains aussi de se cultiver, de lire et d'avoir une capacité. Et à nous de transmettre aussi par l'éducation, et à nous de transmettre à un moment donné des capacités critiques, je dirais, d'analyse critique de ce qui sort dans une machine. Ça va nous, enfin, moi j'ai l'impression que ça va nous servir, évidemment, ça nous sert déjà, ça nous sert dans les ordinateurs, dans les téléphones portables, etc., etc. Je veux dire, mais à un moment donné, on fait la part critique dans les choses. Je veux dire, même on part sur des trucs qui n'est pas forcément de l'IA. Je suis pas spécialiste, mais lorsque les Google Maps ou les trucs vous proposent des itinéraires, quand vous connaissez bien une ville, vous comprenez bien que c'est pas forcément l'itinéraire le plus optimal qu'ils vous proposent ou le plus intéressant lorsque vous connaissez la ville par cœur. Donc, à un moment donné, c'est la capacité, il n'en demeure pas moins que c'est efficace pour guider des gens qui se perdent. C'est pas la question. Voilà. Donc, moi, je dis qu'il y a encore beaucoup d'avenir pour l'intelligence humaine, à condition que les êtres humains ils aient envie d'être intelligents, quoi, et pas de tout déléguer à une machine. Voilà, me semble-t-il. Bon, on en reparle tout à l'heure. Alors, par contre, des trucs super qui peuvent être mis en œuvre et qui en plus se font à partir du territoire. Donc allez-y, je vous en prie. Monsieur Battistelli d'abord. Merci beaucoup. Donc je vais poursuivre, je vais essayer de tenir dans le temps. Hop. Donc je vais d'abord m'éloigner un petit peu de l'IA de manière générale, puisque moi je la reprends en fin de présentation pour vous expliquer comment en surcouche elle vient améliorer mes prestations et mon activité de manière générale. Donc juste pour me présenter brièvement, donc je suis Jérôme Battistelli, cofondateur de la société Armada, qui en fait réalise des jumeaux numériques pour les industries culturelles et créatives. Donc je vais en reparler un petit peu après. Moi, j'ai mon parcours, je viens vraiment de l'audiovisuel, des effets spéciaux pour les plateaux de tournage. Donc j'ai eu la chance de pouvoir travailler pour des productions comme Astérix et Obélix, L'Empire du Milieu de Guillaume Canet, Notre-Dame brûle de Jean-Jacques Hano, plus récemment la série Franklin sur Apple TV+, et ensuite d'autres projets que je vous présenterai par la suite. Je suis tombé en fait dans le scan 3D et la numérisation 3D il y a maintenant 8 ans. Et je vais vous expliquer, en fait, je ne travaille pas que dans les effets spéciaux, je travaille vraiment pour toutes les industries culturelles et créatives. Et je l'ai listé après, mais du coup, comment ça fonctionne? Donc, on crée ces jumeaux numériques d'environnement, d'objets, soit qui vont avoir un rendu photoréaliste ou avec une esthétique bien particulière, qu'on va venir travailler et qu'on va livrer en tant que prestataire à différents clients, justement des industries culturelles et créatives. Donc depuis maintenant, donc j'ai cofondé la société avec mon associé Christophe Eustache-Marmont il y a maintenant 4 ans, et on a eu la chance de pouvoir travailler sur ce que nous on appelle des lieux à fort potentiel narratif. Donc notamment à Paris, c'est des lieux où il y a régulièrement des événements, des tournages, en tout cas qui sont régulièrement sollicités, qui rayonnent à l'international. Donc là, il y a quelques images. Donc on voit le musée du Louvre, le musée d'Orsay notamment, et le château de Versailles. Donc, comme je le disais, on travaille pour l'ensemble des industries culturelles et créatives, et donc ça recoupe donc les effets spéciaux, pub et fiction, la réalité virtuelle, réalité augmentée, donc tout ce qui est nouveaux supports de diffusion, ce qu'on appelle le vidéo mapping, donc la projection sur bâtiments de scénographie, comme le Festival des Lumières à Lyon ou le Festiloom à Bonifacio.
le jeu vidéo, voilà, de manière générale, mais aussi la mode, l'art contemporain, et de manière moindre, mais qui est toujours intéressant parce que ce sont des interlocuteurs et des clients voilà, particulièrement intéressants, les gens du patrimoine et de l'archéologie notamment. Donc comment ça marche, comment ça fonctionne, comment nous on travaille chez Armada pour générer donc ces jumeaux numériques dédiés aux ICC. Donc on utilise une technologie de scanner lidar terrestre qu'on retrouve souvent chez des architectes ou les géomètres, qu'on a détourné pour notre usage à nous, pour numériser justement ces environnements. Et ensuite on va réaliser, pour l'aspect photoréaliste, on va réaliser toute une série de photos, donc des milliers de photos, pour, je dirais, plaquer les textures sur nos modèles 3D, sur ces assets 3D qui vont être générés. Donc après on a plusieurs outils, mais voilà, ça regroupe un petit peu, grosso modo c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Donc là, vous avez quelques images où on retrouve voilà, des produits qu'on peut fournir. Donc là, il y a un nuage de points de la victoire de Samothrace au musée du Louvre, sur lequel on a travaillé il y a quelques années pour la préparation d'un défilé de mode pour Louis Vuitton. On a vraiment, chaque outil est dédié en fonction du sujet qu'on a numérisé. Donc quand on a des environnements d'envergure, comme ici au musée d'Orsay, on va avoir voilà, plusieurs scanners qu'on va mettre bout à bout. Et quand c'est des sujets plus petits, on va travailler juste avant, on voyait des bras robotisés qui vont venir chercher du détail sur certains sujets. Donc voilà, il y a des environnements, que ce soit en intérieur ou en extérieur, on s'affranchit un petit peu des conditions et on met vraiment en place tous ces outils pour numériser de la meilleure manière possible et avoir une qualité de rendu qui soit au rendez-vous, je dirais. Donc juste voilà, pour terminer un petit peu sur l'aspect technique, donc on va générer un nuage de points à l'origine à partir de ces positions de scan pour justement reconstruire tout l'aspect 3D qu'on voit ici en bas à gauche. Et après, avec des milliers de photos, on va venir plaquer. Donc, c'est un algorithme automatique sur un logiciel qui va venir plaquer les différentes photos pour reconstituer de manière photoréaliste le lieu, en l'occurrence l'hémicycle de l'Assemblée nationale ici. Donc ça, on avait réalisé ça, juste pour la petite info, on avait réalisé ça pour un film en réalité virtuelle qui commémorait les 100 ans du discours de Georges Clemenceau au perchoir de l'Assemblée nationale, il y a quelques années. Donc là, c'est un autre exemple que je vous montre qu'on a généré au château de Versailles qui vous donne une idée un petit peu de la qualité du photoréalisme qu'on peut avoir et ce rendu assez rapide au final. C'est le salon de la guerre qui est au château de Versailles. Donc on a numérisé, on a fait, comme je vous l'ai dit, plusieurs positions de scan et des milliers de photos pour reproduire voilà, toutes ces textures. Et à la fin, donc on a ce modèle qui est plus ou moins photoréaliste et qui peut être réemployé pour des usages d'effets spéciaux pour des films, pour de l'interactivité, pour plein d'usages au sein des industries culturelles et créatives. Donc voilà quelques projets sur lesquels on a travaillé. Je souligne juste sur cette dernière année, on a eu la chance de collaborer sur deux films qui ont beaucoup fait parler d'eux, Emilia Pérez et The Substance. Qui pour nous, ça signifiait beaucoup parce que notre activité, elle vient vraiment de l'émergence, je dirais, de productions américaines qui sont arrivées avec des cahiers des charges, les Netflix, Apple, Amazon, qui ont beaucoup produit en France, qui sont arrivés avec des cahiers des charges techniques exigeants. Et en fait, nous, on a su, en tant que prestataire, je dirais, se baser là-dessus pour le diffuser sur des projets français. Parce que même si c'est des projets qui rayonnent à l'international, Emilia Pérez et The Substance sont des productions françaises, films de Jacques Audiard, Coralie Farja, et on a su, je dirais, travailler avec des superviseurs français pour des films qui sortent en salle et pas que sur plateforme. Donc c'est aussi une fierté pour nous d'avoir, je dirais, réussi à livrer ce genre de prestations. On travaille également donc pour du patrimoine, je le mentionnais tout à l'heure, notamment là la numérisation de la collégiale de Notre-Dame-en-Vaux par une technologie de drone. Donc c'est vrai qu'on peut faire des photos à la main avec un boîtier photo classique, mais aussi par drone, ça fonctionne aussi, pour numériser l'existant et notamment essayer de le valoriser ou alors dans ce cas-là faire de l'inspection sur des bâtiments du patrimoine. Donc au final, bon, je passe un petit peu, je peux évidemment pas montrer tous les projets, mais on pourra en reparler si vous êtes curieux par la suite. L'idée aujourd'hui, c'est véritablement d'accompagner les institutionnels. J'aimerais souligner que vraiment, il y a sur tous les projets qu'on a menés ces dernières années, à mon sens, il y a une méconnaissance de la part des institutionnels de l'importance de la donnée 3D, la donnée de numérisation, mais même la donnée numérique globale.
À titre d'exemple, un jumeau numérique qui appartient à un institutionnel, ça n'existe quasiment pas en fait. C'est-à-dire que tous les projets que j'ai pu mener durant ces 4 dernières années, ça a été par un donneur d'ordre, un producteur, dans le cadre d'un projet. Ce n'est pas une opération qui a été directement menée par l'institutionnel en lui-même, qu'il s'agisse de châteaux, de domaines ou de musées. Donc c'est aussi important de le souligner parce que nous, vis-à-vis de cette politique, et on parlera de l'IA juste après, on accompagne ces institutionnels pour leur faire comprendre voilà, comment on peut valoriser ces modèles-là et comment on peut lutter, je dirais, face à des hyperscalers, des GAFAM, qui eux-mêmes viennent et se permettent, via de la donnée, je dirais, qu'on peut trouver sur Internet, de générer des modèles qui ne sont pas forcément valorisés, qui ne retournent pas forcément aux ayants droit, quoi. Donc sur ce qui a été expliqué précédemment, l'IA, on la voit un peu comme ça. Enfin, en tout cas, c'est mon opinion, via des outils conversationnels, de productivité, de génération d'images ou de vidéos. Moi, j'aimerais plus se focaliser sur comment nous, on l'utilise, comment nous, on l'aborde, et vous dire que justement, c'est vraiment des points qui interviennent en surcouche de notre travail. C'est pas quelque chose qui va remplacer mes graphistes, mes techniciens. C'est vraiment, voilà, c'est des points très précis que je vais essayer de vous expliquer un petit peu ici pour les industries culturelles et créatives. Et donc notamment l'indexation des données de numérisation, l'assistance sur une partie alors qui est moins industrie culturelle et créative, qui est plus scientifique, l'assistance aux fouilles archéologiques. Malgré tout, voilà, sur de la valorisation patrimoniale, je voulais le mettre parce que c'est quand même important. Sur l'amélioration pure des rendus techniques que nous on fait. Et en dernière partie, sur de l'imagerie, de l'image générative, je dirais, qui serait plus maîtrisée. Donc pour vous donner une idée, nous, sur nos prestations, en parlant de l'indexation des données, en une année, on génère à peu près 50 000 photos, 700 stations, donc positions de scan laser, et environ 20 téraoctets de données. Donc c'est des photos qui, je dirais, si on les prend les unes après les autres, elles sont difficilement reconnaissables parce qu'on vient très près des façades, très près des monuments qu'on vient numériser. Et donc c'est vrai qu'il y a l'IA va nous aider dans l'analyse vraiment de ces photos-là pour comprendre voilà quelles photos vont fonctionner, quelles photos ne vont pas fonctionner et comment derrière on les classe pour avoir des modèles qui soient d'autant plus fonctionnels. L'autre exemple donc, dont je parlais tout à l'heure, le monitoring, donc la surveillance archéologique. J'ai noté cet exemple-là. Je travaille beaucoup avec des gens qui font justement de l'archéologie. Et cet exemple était assez intéressant, donc de l'université Khalifa à Abu Dhabi en partenariat avec la Sorbonne, où ils ont analysé en fait des images satellitaires, des images à radar de phase, pour déceler, pour essayer de trouver de nouveaux sites archéologiques à préserver. Et en fait, là, on parle vraiment de milliers, de dizaines de milliers de photos de dunes, en fait, qui sont toutes similaires les unes aux autres. Et donc, c'est très difficile de se dire, voilà, sur quel site on va partir, comment on va prévoir, typiquement, là, pour une fouille, on va identifier un site sur lequel on peut travailler. Donc, l'IA peut aider à ce niveau-là, sur des tâches assez rébarbatives, assez complexes, que l'humain ne pourrait pas faire. Et voilà, ça peut vraiment... c'est vraiment une véritable avancée. Ensuite, je vais parler pour un cas qui me concerne un peu plus dans les images qu'on génère nous. L'université donc de Nice-Côte d'Azur a sorti avec l'INRIA l'année dernière, enfin il y a maintenant 2 ans, une publication pour, je dirais, améliorer des rendus 3D basés sur de la capture de l'existant. Et interpoler, avoir une finesse, notamment au niveau des végétaux, au niveau des reflets. Nous, quand on fait un scan 3D, on n'a pas sur des miroirs, sur des matériaux un peu complexes, on n'arrive pas à restituer du photoréalisme. Et cette nouvelle méthode, donc, qui est arrivée très récemment et qui a largement envahi le monde professionnel, a des résultats hyper concluants. Donc là, on voit par exemple, on s'en rend pas trop compte là sur le vidéoprojecteur, mais sur de la végétation, sur de la finesse au niveau des vélos, etc. L'exemple d'après est un petit peu plus parlant. On a vraiment, donc tout ce que vous voyez là, c'est de la 3D. Hein. Ce sont des images 3D complètement interactives et qui sont voilà assez photoréalistes et qui permettent vraiment de se projeter sur une qualité et un rendu qui est assez bluffant, quoi. Donc pareil, c'est ce qu'on a fait ces dernières années, c'est ce qu'on est en train de faire pour intégrer ce modèle-là. Et en fait, ce modèle fonctionne sur un réseau de neurones, donc qui permet justement d'améliorer nos systèmes existants.
Le dernier sujet sur lequel j'aimerais voilà, un petit peu conclure cette présentation, c'est une image générative maîtrisée. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on part du principe que pour atteindre un niveau professionnel, je dirais, l'apprentissage profond, il a besoin qu'on lui donne des données identifiées, connues. Le jeu de données, pour nous, surtout quand on parle du réel et qu'on parle d'une implémentation, enfin voilà, dans un lieu réel, je trouve que pour pas qu'on ait d'aberration et qu'on ait vraiment du réalisme au maximum, il faut lui donner des informations qu'on retrouve pas forcément quand on se base sur des modèles existants, typiquement celui-ci. Donc là, c'est moi qui ai généré donc cette image sur je vais pas le citer, mais voilà. Une intelligence artificielle où je lui ai demandé voilà, fais-moi une image photoréaliste de l'Arc de Triomphe un jour de fête voilà, pour illustrer une publication, et il m'a généré cette image qui est globalement, on va dire, acceptable, même si elle n'est pas complètement photoréaliste. Par contre, dès qu'on vient sur des sujets, je me suis amusé juste après l'image d'après, qu'on vient sur des sujets un peu plus ciblés, par exemple le Bastia. J'ai demandé donc à l'IA de me générer une image du vieux port de Bastia. Alors j'ai pas mis le prompt, mais je vous le donne un petit peu comme ça. Une image de Bastia à la tombée de la nuit, coucher du soleil, en mettant en avant l'église Saint-Jean, les bateaux, avec un photoréalisme le plus poussé possible, et voilà, tout ce qu'il fallait pour que je sois assez bluffé entre guillemets par l'image. Et le résultat, c'est ça. Donc en fait, on s'aperçoit que le soleil, il se couche pas forcément au bon endroit, que l'église, voilà, elle est pas forcément à cette position-là, que je pense que le plan local d'urbanisme serait pas trop d'accord aussi sur ce qui a été décidé à ce niveau-là. Et c'est pour dire qu'en fait, voilà, on a des résultats qui sont plutôt aléatoires à un certain niveau, et qui nous confortent, nous, sur l'idée d'avoir des jeux de données et une qualité de numérisation suffisamment forte en amont pour que derrière on ait des résultats potentiellement plus probants aussi, quoi. Voilà. Donc je conclus là-dessus, et puis je vous cite quelques perspectives au niveau insulaire. Pour nous, ça va être clairement, comme je l'ai expliqué sur les cas précédents, ça va être un gain de productivité pour les industries culturelles et créatives. En tout cas, sur des tâches un peu rébarbatives, on va réussir à identifier voilà, des outils qui vont nous aider à travailler plus rapidement et mieux, avec une assistance ciblée. Ça peut aussi aider sur de la valorisation patrimoniale. Ça peut permettre de délivrer avec des outils sur des acteurs du territoire qui n'ont pas forcément les ressources de manière complète. Ça peut les aider pour construire leurs projets. Et on peut aussi penser sur une économie locale insulaire à un tourisme 3.0. J'en parlais notamment avant, des nouveaux supports de diffusion ou des nouvelles propositions, quoi. Voilà. Donc je vous remercie. Allez, pour le dernier sujet, je vais vous parler de l'utilisation de l'IA dans un contexte un peu différent. C'est la gestion électronique de documents, donc c'est un peu moins sexy que ce qu'on a vu juste avant. Mais voilà, il y a une utilité, notamment pour des activités professionnelles, je dirais. Alors, je vais commencer par présenter un peu l'entreprise, hein, forcément. Il y a un petit slide commercial, hein, il y a un code promo. Si vous souscrivez à Zindoc avant la fin de la présentation, vous aurez une réduction. Donc voilà, si vous n'êtes pas encore équipé dans la salle, pensez-y. Mais voilà, c'est juste pour vous dire un peu ce qu'on fait. On propose en fait des services de dématérialisation pour les entreprises, pour les aider à gagner du temps dans leurs tâches au quotidien. Donc on cherche à leur faire gagner en productivité, réduire des coûts. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail et faire la déballe commerciale de tout ce qu'on propose, mais en fait je voulais montrer ce slide aussi pour dire plus précisément ce qu'on fait techniquement avec les documents. En fait, on va chercher à extraire de l'information dans ces documents à partir du moment où ils sont déposés sur notre plateforme, et on veut valoriser cette information pour permettre à nos utilisateurs de filtrer, trier, classer l'information
Et au-delà de ça, aller un peu plus loin et être capable d'extraire des indicateurs clés dans ces données, que ce soit des factures, des contrats, des notes de frais, peu importe. Mais l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que l'IA soit, ou même si on ne parle pas encore d'IA pour l'instant, que la solution qu'on propose soit au service de nos clients pour qu'ils gagnent du temps dans leurs tâches au quotidien, on va dire. Et que ça leur apporte aussi des éléments de sécurisation de leurs données. Alors en quelques chiffres, Zindox, c'est aujourd'hui un peu plus de 15 000 clients qui sont répartis essentiellement en France métropolitaine, mais aussi dans les DROMCOM et un peu à l'étranger, dans des territoires francophones, mais aussi dans quelques pays étrangers maintenant. D'autres langues, je dirais, que le français, pas forcément francophone. Un peu plus de 500 000 utilisateurs et à ce jour, plus de 760 millions de pages qui ont été déposées. C'est une entreprise qui a été fondée à Ajaccio, en Corse, qui est toujours implantée en Corse, qui emploie aujourd'hui une petite centaine de personnes en Corse et en tout environ 200 personnes sur le territoire métropolitain, je dirais. Voilà, 25 ans d'existence, on a une certaine maturité, mais jusqu'à présent, de façon assez surprenante, il n'y avait pas vraiment d'IA directement intégrée dans la solution, c'est-à-dire que faisait appel à certains outils, notamment pour ce qu'on appelle l'OCR, la reconnaissance de caractère dans les documents, donc forcément ça impliquait de l'IA, mais on n'avait pas d'IA directement intégrée dans la solution. Et la décision a été prise assez récemment, il y a un peu plus d'un an, de créer une direction dédiée à l'IA. Et le premier projet sur lequel on a été amené à travailler, c'est ce qu'on appelle l'indexation des documents fournisseurs. Alors, plus simplement parlant, ça veut dire que dans une facture ou dans un avoir, un bon de commande ou même une note de frais, on va chercher à extraire certaines informations automatiquement, les montants, le numéro de la facture, les dates. Voilà, on cherche vraiment à essayer d'extraire les données clés pour ensuite manipuler ce genre de documents. Voilà, il y avait une solution existante qui n'utilisait pas d'IA. Ce qu'on a cherché à faire, c'était améliorer la performance pour arriver à un taux de détection. L'objectif qu'on s'était fixé, c'était de garantir qu'on arrive à avoir plus de 95% de détection correcte, c'est-à-dire que voilà, dans 95% des propositions que va faire le système, on veut qu'il donne la bonne réponse, quoi. Bon, voilà, ça c'est un objectif, on va dire, quantitatif, mais ce qui nous tient à cœur et surtout ce qui est très important pour nos clients, c'est d'être capable de garantir la confidentialité des données. Alors, dans les présentations précédentes, on a évoqué les risques, notamment liés à l'utilisation de l'IA et ce que ça peut induire sur l'utilisation des données une fois qu'elles partent dans la nature, entre guillemets, dans certains services qu'on pourrait utiliser pour ce genre de tâches. Donc ça, c'est vraiment un point qui était très important pour nous et il fallait que notre système soit capable de traiter jusqu'à 600 documents par minute quasi instantanément, c'est-à-dire qu'on veut que nos utilisateurs, quand ils déposent un document, ils n'aient pas l'indexation qui soit faite le lendemain, quoi, il faut qu'ils aient la réponse dans la foulée. Et on cherchait aussi à minimiser les coûts opérationnels, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas que les clients ils aient besoin de payer un service en plus pour avoir l'indexation par IA. Et cette contrainte-là était aussi une contrainte... Alors, je ne veux pas dire qu'on est green quand on fait de l'IA, c'est un peu contradictoire de dire ça, mais en tout cas, on voulait vraiment que les ressources qu'on veut utiliser pour cette solution d'IA soient vraiment adaptées aux besoins et que, d'une certaine manière, on ne surdimensionne pas le système d'IA en faisant appel à un mastodonte qui aurait pu résoudre ce problème-là, mais qui, au-delà de ça, aurait aussi consommé beaucoup d'énergie. Typiquement, nous, le genre de modèle qu'on utilise, voilà, ça fonctionne sur un ordinateur portable, donc c'est vraiment très frugal, on va dire, en termes de consommation de ressources. Donc on a eu plusieurs possibilités. On aurait pu donc soit faire appel à un service externe, ça c'est la partie de droite sur le slide, parce que ça aurait été rapide et pas cher à mettre en place, quoi. Finalement, on aurait pu faire appel à un service d'OpenAI ou Google ou autre qui nécessite en plus peu de maintenance, mais d'un point de vue confidentialité des données, ça collait pas, quoi, parce que nos utilisateurs, je pense qu'ils n'auraient pas été OK sur ce principe-là. Et puis, les coûts opérationnels, la consommation d'énergie, forcément, pour résoudre ce problème-là, aurait été beaucoup plus élevé. À gauche, par contre, en choisissant de développer notre propre solution, finalement, ça nous permet d'avoir une maîtrise complète de toute la chaîne de traitement, de garantir la maîtrise des données, puisque c'est nous qui allons héberger la solution. Donc, on peut garantir le fait que ce soit hébergé sur des serveurs localisés en France, qu'on maîtrise nous.
On aura de meilleurs coûts opérationnels, puisqu'au final, avec la solution qu'on aura designée nous-mêmes, elle coûtera moins cher à exploiter. Par contre, c'est sûr que c'est plus long et plus cher à mettre en œuvre, puisqu'il faut intégrer des compétences dédiées à ce genre de savoir. Et du coup, il faut le temps pour le développer. Et après, ça nécessite de la maintenance, c'est-à-dire qu'il faut faire le service après-vente, quoi. Alors, quand on a voulu développer ce projet-là, voilà, j'ai mis un peu les différentes tâches qu'on a dû, les différentes phases du projet. On a d'abord dû entraîner notre propre modèle, donc on a constitué un jeu de données, on a conçu le modèle et on l'a entraîné, ce qui a nécessité un équivalent temps plein, je dirais, ingénieur IA pendant un peu moins de 3 mois. Après, on est passé dans une phase d'industrialisation. Une fois qu'on était satisfait des résultats, on a exposé le service d'indexation de nos documents fournisseurs pour que nos clients puissent y avoir accès. Donc là, c'est pareil, on a un ETP ingénieur IA pendant à peu près 2 mois pour vous donner quelques ordres de grandeur sur ce type de projet, ce que ça représente en ressources humaines. Et maintenant, on est plutôt dans une phase de maintenance où finalement, on va veiller au bon fonctionnement du système. Et puis, quand on a un client qui nous alerte sur le fait qu'il y a un document pour lequel les valeurs n'ont pas été indexées correctement, du coup, on va regarder pourquoi et on essaye d'améliorer la solution. Et ça, c'est à peu près 10% du temps d'un ingénieur dans notre équipe, quoi. Du coup, le bilan de ce premier projet est plutôt positif, quoi. Aujourd'hui, on traite avec ce système environ 50 000 documents par jour. On a à peu près 2 secondes de traitement par document, donc on est vraiment dans les clous de ce qu'on avait imaginé. Et au niveau de l'amélioration des performances par rapport à ce qui existait avant dans notre solution, on a gagné entre 15 à 40% en fonction des champs. Il y a des champs sur lesquels ça marche, on a eu des progressions plus importantes. Il y a des champs sur lesquels on avait déjà d'assez bons résultats avec la solution qu'on utilisait avant. Ce qui est important, ce que j'ai un peu oublié de mettre ici, c'est qu'on a fait un comparatif avec des services comme ceux d'OpenAI, etc., pour résoudre le même problème. Finalement, on est arrivé au même niveau de taux de bonne réponse, à peu près 95%. Donc on était plutôt content déjà de ne pas être complètement ratatiné, je dirais, par ces mastodontes-là. Mais surtout, ce qui est important, c'est que du coup, on a un coût opérationnel qui est 20 fois moins élevé en faisant appel à notre solution plutôt qu'en utilisant ce genre de service. Et encore une fois, en termes de ressources, on consomme beaucoup moins d'énergie, beaucoup moins de ressources avec cette solution-là plutôt qu'en faisant appel à un service externalisé. Donc ça, je dirais, c'était les usages actuels. Le premier projet sur lequel on a travaillé concerne les usages de l'IA actuels dans la gestion électronique de documents, à savoir le découpage, la classification de documents, essayer de détecter, de reconnaître des champs prédéfinis en fonction du type de document. Donc finalement, ce sont des fonctionnalités que je qualifie de monodocuments, c'est-à-dire qu'on fournit un document au système, on lui demande de nous fournir une sorte d'informations à propos de ce document, quoi. Ces fonctionnalités-là, elles nous servent essentiellement à trier, classer les documents, à les manipuler. Donc c'est pour des usages qui sont vraiment très récurrents, les gens qui vont manipuler leurs factures, pour les trier, les classer, essayer de trouver certaines factures qui collent à tel type d'usage. Donc c'est des usages très récurrents mais très spécifiques, on va dire. Ce qu'on cherche à faire maintenant, c'est un nouveau type d'usage où en fait on cherche à faire de la recherche sémantique et poser des questions à propos des documents, essayer de générer des synthèses, où là, on va rentrer dans ce que j'appelle des fonctionnalités multi-documents, c'est-à-dire qu'au lieu de s'intéresser à chaque document individuellement, là, on va considérer des lots de documents, et puis on va pouvoir poser des questions à propos de ces documents, essayer de trouver des documents qui sont pertinents par rapport à une requête en particulier. Et là, on va rentrer dans des usages qui sont beaucoup plus ponctuels, parce que finalement, ce sont des usages que nos utilisateurs peuvent avoir peut-être une fois par trimestre, voire même une fois par an, mais qui sont très chronophages. Ça va être du style, je veux trouver toutes les factures qui correspondent à des consommations d'énergie, et dans ces factures-là, je cherche à savoir celles pour lesquelles les consommations d'énergie semblent aberrantes par rapport à ce que je peux avoir par ailleurs, quoi. Voilà, donc ce sont des questions, si on avait dû répondre à ces questions-là manuellement, je dirais, on aurait dû passer du temps à collecter beaucoup de documents, à les inspecter, à faire une analyse, etc. Là, nous, ce qu'on cherche à proposer maintenant dans les nouveaux usages, c'est être capable de répondre à ce genre de questions. Alors,
je ne vais pas rentrer dans le détail des cas d'usage que j'ai mis ici pour vous donner quelques exemples, mais clairement, ce qu'on cherche à faire maintenant, c'est proposer des assistants IA qui soient capables de faire de l'analyse interactive du contenu des documents pour pouvoir répondre à des questions comme voilà, ce que j'expliquais tout à l'heure sur le montant de consommation d'énergie dans différents types de factures, ou sur de la vérification de contrats, savoir par exemple dans un lot de contrats, quelles sont pour chaque contrat la durée du contrat, les conditions de résiliation, les clauses de confidentialité, les mentions de risque de responsabilité. Est-ce qu'il y a des contrats qui ne disposent pas de certaines clauses? Et si je devais faire des avenants à ces contrats, comment est-ce que je pourrais faire? Donc ça, en interne, typiquement, on a une personne qui est en charge de l'inspection des contrats et de la rédaction des contrats pour nos partenaires. Quand on a plusieurs centaines de partenaires qui ont adhéré à nos services, je dirais, sur plus de 10 ans, forcément, les conditions ont évolué. C'est très compliqué de savoir si le partenaire qui a signé un contrat il y a 10 ans, il est au même niveau de garantie, je dirais, qu'un partenaire qu'on vient de signer aujourd'hui. Donc, c'est très chronophage de faire de l'archéologie comme ça, documentaire, d'aller chercher tous les vieux documents et savoir si on est dans les clous ou pas. Donc, les nouveaux services d'IA qu'on propose permettent de faire ce genre de choses. Alors, il y a des cas d'usage qui sont aussi liés au recrutement. Par exemple, pour essayer de trouver des CV qui correspondent le mieux à certaines descriptions de postes. Alors, j'insiste, on ne cherche pas, nous, à proposer des systèmes qui prennent la décision à la place des utilisateurs. Nous, on ne veut pas que le système dise c'est ce candidat-là qui est le meilleur pour le poste et c'est lui qu'il faut recruter. C'est plutôt proposer des mécanismes d'analyse, je dirais, de présentation des différentes possibilités en disant voilà, peut-être ce CV-là colle bien avec telle description de poste pour telle et telle raison, mais finalement la décision revient au client, à l'utilisateur qui lui a l'expertise et c'est lui qui doit prendre la décision et trancher sur quel est le candidat pertinent pour un poste. Voilà, bon, je ne vais pas aller beaucoup plus loin sur les cas d'usage, mais en gros, en guise de conclusion et pour donner peut-être une sorte de témoignage un peu sur l'intégration des solutions d'IA dans un produit comme Zindoc, ça offre un contexte favorable parce que on a un existant. L'entreprise a déjà beaucoup de clients qui utilisent nos services, donc quand le service existe déjà, c'est plus facile d'identifier les besoins et justement de se poser la question, ça a été évoqué tout à l'heure, de savoir est-ce que finalement on a vraiment besoin de l'IA pour répondre à ce problème-là ou est-ce qu'on peut le faire différemment, quoi. Et notre stratégie, c'est de dire on va utiliser de l'IA seulement quand on a l'impression qu'on ne peut pas faire autrement. Sans quoi, c'est toujours probablement plus pertinent de tenter des solutions qui sont plus simples et moins consommatrices d'énergie, on va dire. Et surtout, le fait qu'on ait déjà des clients utilisateurs d'un service et surtout une grosse base de clients, c'est qu'on a une boucle de rétroaction avec un grand nombre de clients qui est disponible immédiatement. C'est-à-dire que dès qu'on met le service en production, on a 15 000 clients qui s'en servent. Ça nous permet de voir de suite à quel point ils sont contents, ça marche pas. Est-ce qu'on a fait les bons arbitrages et qu'est-ce qu'il faut faire évoluer. Ça pose des défis parce que maîtriser en interne tous les traitements, garantir la confidentialité des données, voilà, ça nécessite d'intégrer beaucoup de compétences en interne. Faut savoir trouver le bon équilibre entre le niveau de qualité de service et le coût opérationnel, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, ça sert à quelque chose d'aller au-delà de 95% de détection correcte? Peut-être que pour aller grappiller 2-3% que nos utilisateurs verraient peut-être même pas, ça nécessiterait d'avoir un système qui consomme 10 fois plus d'énergie. Donc, est-ce que c'est vraiment les bons arbitrages? Et c'est un peu compliqué de faire des recrutements dans une entreprise qui n'est pas AI first quand on veut faire de l'IA. C'est-à-dire que voilà, les jeunes profils qui font de l'IA, ils sont intéressés par les startups, les entreprises qui sont orientées IA de A à Z. Nous, on est une entreprise qui a 25 ans, voilà, qui s'est créée sans IA. Aujourd'hui, on intègre de l'IA. C'est sûr qu'on est moins sexy que la startup qui vend du rêve en disant voilà, tu fais partie des premiers. Si on explose le plafond, tu seras peut-être riche, quoi. Donc, nous, on n'a pas cette promesse-là. Et ça soulève des questions aussi.
Comment est-ce qu'on essaie d'imaginer les usages de nos clients sur le traitement documentaire, je dirais, pour les 5 ans à venir? Comment on peut utiliser les solutions d'IA pour ça? Il y a toujours cette espèce de serpent qui se mord la queue, entre guillemets, entre est-ce qu'il faut que ce soit la technologie qui propose des solutions et on développe nos fonctionnalités en fonction de ce que propose la technologie, ou est-ce qu'au contraire, il vaut mieux qu'on aille sonder nos clients pour savoir ce dont ils ont besoin et ensuite développer les technologies qui permettront de répondre à ces besoins? Voilà, c'est un peu les questions qu'on est en train de se poser en ce moment pour essayer de se projeter un peu et voir où on veut aller. Mais en gros, le constat et la conclusion, ce serait que aujourd'hui, que ce soit dans l'entreprise ou chez nos clients, tout le monde veut de l'IA partout, voilà, mais sans forcément savoir pourquoi faire. C'est-à-dire que dans toutes les réunions que je fais, en interne, en externe, tout le monde est là, il dit il faut de l'IA, on en rajoute, on en met, etc. Et quand je dis mais pourquoi, quel est le besoin, qu'est-ce qu'on veut faire avec ça, là forcément ça devient un peu plus vague, un peu plus... voilà. Donc c'est vraiment ça le message qu'il faut peut-être retenir de cette présentation. Voilà. Merci beaucoup pour ces cas concrets, je dirais, puisqu'en plus il s'agit d'entreprises localisées sur le territoire qui produisent, certes, y compris pour des clientèles ailleurs. Donc ça veut dire qu'on peut avoir des exportations, même si elles sont immatérielles. Et c'est vraiment intéressant. Vous avez soulevé d'ailleurs des questions particulièrement intéressantes, soit de l'utilisation de l'IA dans les industries culturelles, soit aussi des questionnements, est-ce qu'on a vraiment tous besoin d'IA aujourd'hui? Moi, je me souviens d'une période où il nous fallait à tous un système d'information géographique. Tout le monde voulait un SIG, voilà, c'est comme ça, comme tout le monde veut un drone. Bon, mais ça, ce sont, je dirais, les modes technologiques. Il n'en demeure pas moins que la technologie, cette technologie-là est hyper puissante. On n'en connaît pas encore d'ailleurs totalement l'ensemble des applications possibles. Comme toutes les technologies, au départ, il y a les fans et puis il y a ceux qui en ont peur. Mais ça, c'est valable depuis la Révolution. Pour avoir fait pendant des années un cours d'histoire des innovations et du progrès technique, je veux dire, toutes les technologies ont fait peur. La première fois qu'il y a un avion, qu'on a proposé un avion, il n'y avait pas grand monde qui voulait monter dedans. C'est clair. Alors, indépendamment de ces réflexions comme ça, un peu à brûle pour point, est-ce que vous avez des questions? D'autres questions? Oui, je vous en prie. Alors, on va vous passer. Présentez-vous, s'il vous plaît. C'est important qu'on se connaisse, mais en petit nom. Alors, bonjour, Christine Simeoni, chargée de mission à la RACT Corse. Donc, en fait, nous, on est plus versés sur le champ des conditions de travail. Et en fait, moi, j'ai 3 questions suite à vos présentations. La première, c'est pour corriger en fait les associations implicites dont vous parlez. Et étant donné qu'on nous présente l'IA comme étant un outil qui s'auto-corrige ou qui auto-apprend, est-ce que les solutions qui sont étudiées ne sont pas en rapport surtout à ce qu'on lui demande et à la manière dont on codifie en fait la demande? Donc, les gens parlent de prompt, mais en dehors des prompts, en fait, l'outil lui-même, il est en fonction de ce qu'on lui demande logiquement et il est sur la base des données qu'on lui a données aussi. Donc, par rapport à ça, sur ces orientations-là, ça renvoie à ma seconde question. On a plusieurs plateformes différentes en IA, notamment américaines, donc ChatGPT, etc., Mistral en France, et ainsi de suite. Et quand on fait la même demande exacte, on ressort des choses qui sont totalement différentes. Bon, la même demande sur la même plateforme donne aussi des réponses différentes, mais ces réponses sont aussi, je pense, en fonction de la valeur, à la fois culturelle, idéologique, politique, etc., qu'on met sur ces plateformes-là. Et donc, du coup, est-ce que au niveau on ne peut pas dire l'IA aujourd'hui, mais on ne devrait pas plutôt parler des IA? Parce que en dehors de l'utilisation pratique que l'on en fait,
Il y a aussi, je pense, en fonction des endroits où on développe ces plateformes-là, comment on appelle ça, des réponses totalement différentes. Et enfin, et là je pense pratiquement dans le secteur professionnel, la question des données, la donnée qui est vraiment le trésor comment on appelle ça, de l'utilisation de ces outils, et qui parfois peut être bloqué ou retenu ou maintenu ou par certains éditeurs, et ce qui pose pas mal de questions, notamment dans certains secteurs comme le secteur de la santé. Voilà, je ne sais pas si j'ai été claire. Alors, désolé, mais quelle était la première question? Quelle est la question? Comment corriger les biais? La première question était sur la correction par rapport aux associations implicites, les biais que l'on retrouve dans les réponses entre guillemets des outils IA. Est-ce que ça ne peut pas s'auto-corriger par rapport aux questions qui, en fait, à la précision de la question qui lui est posée? Donc les questions des biais, c'est très compliqué parce que ce que fait l'algo, ce que fait le truc entraîné, il reflète des normes sociales qui sont dans les données qu'on lui a fournies. Il fait pas plus, pas moins. Donc je me souviens d'une discussion où quelqu'un trouvait que c'était pas normal que quand on dise génère une photo de CEO, il ne génère que des mâles blancs de 60 ans. Mais après, quand la discussion plus tard c'était génère-moi un serial killer, c'était très bien que ça génère que des mâles blancs de 60 ans. Donc là il y a un truc qui est une question de choisir le modèle de société qu'on veut. Je pense pas que la solution soit de nature technologique en se disant c'est l'algo qui va le faire. Après, je pense que si on dit à un de ces modèles, écris-moi une petite histoire avec deux personnages qui s'appellent Bernard et Paulette, ça va être probablement assez sexiste au sens très caricatural. Mais je pense que si on lui dit écris-moi une histoire de gender neutral, de non genré, avec un personnage qui s'appelle Gérard et un autre personnage qui s'appelle Ginette, je pense que là, il écrit les modèles actuels, écrit un truc hyper neutre. Il va pas nous refaire le gag de Gérard démonte le frigo et Ginette fait de la couture. Donc ça, je pense, jusqu'à un certain point, on doit pouvoir gérer au niveau du prompt. Après, j'ai vu des histoires d'horreur. On essaye de rattraper avec le prompt et il continue à faire n'importe quoi. Mais voilà, moi je pense que la réponse globale, on ne peut pas tellement compter sur l'algorithme. Parce que vous avez utilisé le mot s'auto-corriger. Là, on parle d'éthique, de morale, de normes sociales et de trucs comme ça. C'est pas l'algo qui va trouver ça. Il est probable que un truc entraîné, même sur des données qui nous paraîtraient parfaites aujourd'hui, dans 10 ans, on sera là, on va dire, oh là là, ou dans 50 ans, on dira, mais il parle de manger de la viande, mais quelle horreur, c'était des cannibales, c'est atroce. À nouveau, je pense qu'il faut pas se tromper de où est la prise de décision. C'est pas une faute logique. Il peut pas s'auto-corriger sur des histoires de normes sociales, je pense. Je sais pas si ça répond à la question. Après, il y avait 2 autres questions, mais je vais rendre le. Je ne sais pas si je suis la personne la mieux indiquée pour répondre aux 2 autres questions. Ça m'avait l'air un peu. Voilà, je ne sais pas. Peut-être je peux me lancer sur les 2 autres questions. Donc effectivement, je pense que le point important à comprendre, c'est quand l'algorithme s'auto-corrige, que ce soit bien clair, c'est pour toujours reproduire ce qu'il y a dans les données. Et donc, il ne faut pas confondre entre une autocorrection qui va essayer de faire en sorte que l'algorithme reproduise au plus proche les données et quelque chose qui ne serait pas dans les données parce que ce que l'on veut, c'est ne pas reproduire le passé. Donc voilà, c'est un point vraiment, effectivement, très, très important. Après, si je me souviens bien, vous disiez, alors pour la partie, juste pour rebondir sur la partie prompt et pourquoi je disais que ça persiste. Bon, là, il y avait un article, alors j'ai pas regardé la grosse conférence qui s'appelle FACT pour voilà, Fairness, Accountability and Transparency, donc la conférence de référence dans laquelle ces travaux sont publiés. Mais en 2024, il y avait un gros article dans cette conférence qui montrait que si on est sur des biais, ou en tout cas des stéréotypes très importants. Un exemple, c'était personne handicapée, position de direction. Eh bien qu'on rentre un prompt, alors il y avait plusieurs exemples aussi sur les aspects raciaux, etc. Mais bon,
Celui-là était vraiment intéressant. Bien qu'on rentre un prompt où on demande de générer une image avec une personne handicapée qui mène une réunion, on pouvait varier le prompt, on pouvait varier les modèles, on pouvait varier les répétitions. On avait toujours la personne handicapée qui était dans le public. Donc voilà, tout ça pour dire qu'effectivement, ces forces d'association, c'est-à-dire cette force au sens numérique du terme, hein, cette distance très faible entre concepts, à un moment donné, on ne peut pas compter uniquement sur le prompt pour la dépasser. Quand c'est dans les données, c'est dans les données. Le prompt va permettre d'orienter ce que l'on veut, mais ça ne va pas permettre de dépasser ce qu'il y a dans les données. Ça, c'est important à comprendre. Différentes IA... alors pour ma part, tout ce dont j'ai parlé, ce sont des articles scientifiques qui testent sur tous les modèles d'IA qui sont disponibles. En général, ce sont des modèles d'IA qui sont à la fois ouverts, donc type ceux de Meta, et également fermés, accessibles par des API comme ceux de OpenAI ou Gemini ou autres. Donc là, en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que on n'a pas vraiment... les entreprises n'ont pas fondamentalement... Alors là, François sera plus indiqué pour y répondre, hein, mais c'est tout le temps les mêmes modèles. C'est tout le temps les mêmes modèles que François a présentés. C'est ce qu'on appelle les modèles transformers. Les jeux de données, c'est une aspiration de l'Internet. Donc, on n'a pas d'éléments technologiques distinctifs fondamentaux entre les entreprises. Elles sont toutes aux touches-touches. Que ce soit Google, que ce soit OpenAI, que ce soit Anthropic qui se targue d'avoir des modèles beaucoup plus safe, etc. Et c'est pour ça que DeepSeek, hein, le modèle chinois dont vous avez pu entendre parler, est venu jeter un pavé dans la mare. Et maintenant, on peut avoir des choses très intéressantes sur des petits modèles open qu'on arrive à reproduire de façon frugale. Il y a énormément d'initiatives open source là, qui se développent en ce moment, avec Hugging Face également sur les aspects small LM. Bon, donc il faut bien voir que le discours n'est pas nécessaire. Le discours général issu de ces grandes entreprises n'est pas nécessairement en reflet des avantages technologiques qu'elles pourraient vendre, mais qu'elles n'ont pas nécessairement par rapport aux autres. Donc non. Après, est-ce qu'on parle des IA? Bon, moi, j'aime pas trop parler des IA. L'IA, c'est un domaine, hein, à la jonction entre informatique, mathématiques, neurosciences, etc. Ce sont des systèmes d'IA, ce sont des modèles d'IA, et les modèles d'IA de OpenAI ne sont pas fondamentalement extrêmement différents à l'heure actuelle de ceux d'Anthropic ou autres. Il y a un peu tout. Alors évidemment, hein, ce sont des modèles fermés, donc on a un petit peu des recettes, on va dire, qui sont essayées. Alors on va dire, c'est des recettes de raisonnement, des recettes d'apprentissage par renforcement que mentionnait François, des recettes de faire des petits données qui ont été créés par des humains pour justement faire plein de corrections, pour essayer de faire en sorte que ça réponde le mieux possible aux utilisateurs et aux utilisatrices. On va rajouter des outils, par exemple des interpréteurs de code pour faire en sorte que nos modèles soient le plus corrects possible vis-à-vis des outils existants, type calculatrice et autres. Mais tout ça, bon... C'est pas du bricolage, mais en tout cas, c'est pas quelque chose qui est fondamentalement différenciant. À l'heure actuelle, on peut pas dire qu'on a une entreprise qui se détache par rapport à d'autres en termes de qualité de correction des biais. Et la troisième question, j'ai peur d'avoir oublié. Ah, oui, pardon, la rétention des données est très, très important, très, très important. Alors, vous parlez de rétention, on pourrait dire protection. Effectivement, mes données de coloscopie, j'ai pas nécessairement envie qu'elles soient sur le Health Data Hub. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut effectivement voir les différents intérêts. On parle souvent, alors voilà, il y a des terminologies un petit peu particulières, hein, notamment au niveau de l'Union européenne, sur libérer la donnée, etc. De quoi est-ce qu'on parle? Est-ce que ce sont des données à caractère privé? Quels vont être les usages possibles? Il y a en particulier le Health Data Hub en France qui a été créé au moment, et puis accéléré hein, très fortement au moment du Covid pour exactement ces objectifs-là, c'est-à-dire de permettre à des entreprises de développer des modèles d'IA sur les données de santé publiques. Bon, ben, les questions sont importantes parce qu'en même temps, il y avait la Haute Autorité de Santé qui essayait de concevoir un standard pour voir si on pouvait approuver ou pas une certaine approche ou un certain modèle. Donc vous voyez qu'en parallèle, en fait, on avait une réflexion sur comment réguler et une accélération sur mettre les données disponibles.
Donc voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des aspects d'intérêt qui peuvent être divergents entre le public qui a droit à ce débat-là et des intérêts qui peuvent être en général privés, qui est important de visibiliser. Je pense que l'accès au débat public est critique à visibiliser et ne pas laisser se concevoir des approches et des façons de faire, hein, même en termes de gestion des données, qui soient opaques. Merci. Donc, il est presque 20h30. Moi, j'ai juste... vous avez bien fait de rester, hein, parce qu'après, on a un joli pot qui nous attend sur les terrasses du Palais des Gouverneurs. Donc, vous serez récompensés pour votre assiduité. Moi, j'ai alors une question très très concrète. Est-ce qu'on a aujourd'hui, j'aurais pu regarder, mais je l'ai pas fait. Est-ce qu'on a aujourd'hui une idée du taux de pénétration de l'IA dans l'industrie française, par exemple, enfin dans l'industrie, dans l'économie, dans les entreprises, etc. Est-ce qu'on sait? Comme il y a eu, il y a quelques années, un taux de pénétration d'Internet, des technologies de l'information et de la communication. Est-ce qu'on a des informations là-dessus ou pas? Au niveau mondial, je ne sais pas. Alors, moi, je n'ai pas de réponse à cette question-là, mais il y a un chiffre qui est très rigolo, c'est qu'il y a un type de typographie qui est en anglais le hyphen, qui est le long tiret. Et c'est un truc que personne n'utilise parce que voilà, c'est un truc de typographe, mais pas de. Et donc, les trucs, les LLM ont tendance à l'utiliser vu qu'ils ont été entraînés sur des livres, ils ont tendance à utiliser le tiret long massivement, pas les humains. Et donc, c'est un bon indicateur, c'est un traceur de texte produit par c'est un marqueur. Et donc, ils ont pris des textes dans une uni américaine produits par les élèves. 98, alors je vais faire mon suisse là, 98% contenaient des hyphens. Donc, 98% avaient été soit en partie, soit en totalité faits par des modèles de langage. Donc là, pour ce que je vois en tant qu'enseignant, au niveau des étudiants, c'est un impact colossal. Tout le monde utilise ça, c'est vraiment beaucoup. Merci. Et après, alors moi aussi je fatigue là, j'avais une deuxième question. Ah pardon, alors la main levée, allez-y, parlez, la main levée. Est-ce qu'on peut lui passer un micro? Ah ben super, allez-y, très bien. Merci beaucoup. Compte tenu du caractère fascinant de ces technologies, et en particulier de leur vulgarisation de masse chez les ados, on est allé très vite dans la deuxième intervention sur les dangers, enfin sur les questions d'éducation. Et du coup, j'aurais bien aimé juste avoir votre opinion sur ces technologies. Là, on parle beaucoup en ce moment par exemple, de limiter, voire d'interdire le téléphone à l'école, etc. Est-ce que ça fait partie des choses auxquelles il faut acclimater les enfants avec le risque de les habituer à utiliser des technologies qui présentent tous ces biais-là? Est-ce qu'il faut, au contraire, plutôt les tenir éloignés, mais les former sur ces dangers? Enfin, quelle est votre position aux uns et aux autres sur le lien entre intelligence artificielle et éducation, quoi? Alors, désolée d'avoir zappé cette partie-là, effectivement, sauté cette partie-là, parce que j'ai pris trop de temps sur les précédentes. Alors, ce que j'allais présenter, ce n'est pas une vérité absolue, hein. J'ai essayé de compiler un petit peu des travaux. Beaucoup de personnes disent que l'IA, finalement, ça questionne en fait nos processus, dans le sens où, finalement, l'éducation, ça sert à quoi? Se poser la question de qu'est-ce que c'est que enseigner, et est-ce que les systèmes tels qu'ils existent actuellement peuvent être utiles ou pas. Actuellement, on n'a aucune donnée, enfin on a très peu de données scientifiques, ou en tout cas je peux vous dire qu'avec les collègues on a cherché. Il y a majoritairement un faisceau d'articles d'articles scientifiques solides qui commencent à être publiés sur le fait que les systèmes grand public, donc les modèles de langue, hein, les robots conversationnels, les systèmes grand public utilisés par les élèves sont nocifs à l'apprentissage. Et donc, actuellement, on a énormément de pression dans l'éducation nationale au niveau du primaire, secondaire, mais aussi dans l'enseignement supérieur. Hein. On a la signature d'un accord entre une alliance d'universités et Mistral, hein, qui est le fleuron d'IA français,
pour déployer des LLM pour les étudiants et les étudiantes. Plusieurs travaux montrent que on apprend moins bien, c'est nocif. Et donc là, je pense qu'il y a une position extrêmement importante de critique académique à adopter dans ce qui nous est proposé par ces actions partiellement gouvernementales. Beaucoup d'esprit critique. Qu'est-ce qu'on essaye de faire? Typiquement, un dernier article là discute et montre. Donc c'est un article publié par le MIT qui fait 200 pages avec des données de neurosciences également. On a regardé les imageries cérébrales de personnes qui utilisent pour faire une dissertation des outils d'IA. Et ce qui est discuté, c'est que en fait, ça court-circuite le processus d'apprentissage, puisque l'objectif d'une dissertation, c'est pas de produire une dissertation. C'est, je pense, alors, il y a plus d'enseignants dans la salle et moi, j'enseigne pas du tout en secondaire et j'en ai jamais enseigné la dissertation. Je sais qu'il y a des spécialistes, mais l'objectif, c'est pas de noircir du papier, clairement. L'objectif, c'est d'enseigner un processus intellectuel. Et là, en utilisant un système d'intelligence artificielle, on vient le court-circuiter. Je parle de cela, un acte de prudence, sur l'usage non encadré de ces systèmes-là. Après, il y a des systèmes qui ont été fine-tunés pour être socratiques, c'est-à-dire plutôt essayer de guider l'élève, etc. Là, on n'a pas réussi à avoir des données à grande échelle. Donc, prudence. Pour être enseignante aussi et mère de famille, c'est valable, ce raisonnement-là, je dirais, ou ces précautions-là à prendre, elles sont valables pour toutes ces technologies qui traitent d'informations et de connaissances. Je veux dire, pas seulement l'IA, mais les téléphones, je veux dire, voilà, bon, il y a de l'IA derrière, bien sûr, dans les contenus, mais voilà, je veux dire, aujourd'hui, vous prenez une génération qui a, je sais pas moi, des élèves de 10 ans, ils savent pas s'orienter. Vous les lâchez dans une ville, ils savent pas s'orienter, ils savent pas où se lève le soleil, où se couche le soleil. Ils savent plus pourquoi, parce qu'ils ne fonctionnent qu'avec Google Maps, c'est tout. Même pour faire 250 mètres. Voilà, 250 mètres, ils réfléchissent pas. Je veux dire, voilà, ça, ils savent pas lire une carte, c'est tout. Donc maintenant, c'est une question, ça, c'est des questions de didactique, de pédagogie, d'apprendre à réfléchir et à utiliser, par contre, oui, être en capacité d'utiliser ces technologies, ce que moi, par contre, je fais très mal, d'utiliser ces technologies comme on a utilisé les technologies de l'information et de la communication avant, voilà, mais avoir un recul, c'est ce que j'appelle le recul critique. Et le problème, c'est que ce recul critique, ils ne l'ont plus et ils perdent de la compétence ou même de l'inné, parfois. Même de l'inné, parce qu'ils ont un nouvel acquis, mais c'est un acquis qui se substitue à des compétences foncières et fondamentales. Donc ça, c'est problématique. C'est pas tant, c'est pas que l'IA soit dangereuse, hein. C'est ce qu'on en fait, c'est ce que nous en faisons et ce que vont en faire nos enfants, quoi. C'est tout. Autrement, elle n'est pas dangereuse en soi, même si bon, on a compris qu'elle est en capacité, elle aussi, d'apprendre et qu'elle va continuer à apprendre certainement. Voilà, mais bon, il y a encore des humains derrière aussi, hein. Voilà. Écoutez, je crois qu'il se fait tard. Je voudrais, oui, alors je vous propose qu'on discute là-haut, parce que là on est enfermé quand même, on fait un peu voilà, on fait les soutiers là. Hein. Donc je vous invite à monter sur les jardins suspendus. Je tiens à remercier très chaleureusement nos invités. Merci beaucoup d'être venus jusqu'à nous et puis c'était particulièrement intéressant et très complémentaire pour le coup. Merci.